Take-off. Press 7. 80 knots. Check. Contrôle de Tango, bonsoir de Tango 3, niveau 0 est gauche et attendez. Et bien bonsoir de... Rotate, bonsoir de Tango par la temps Air France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight number 8401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, il est mercredi soir, bienvenue au bar de la zone aéro. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Et le chat qui nous dit déjà bonsoir, c'est Nico. Salut à vous. Bonsoir à vous, qui êtes bonsoir connectés. Sébastien. Ça nous fait plaisir. Bonsoir l'Airbus, bonsoir le Tomcat, bonsoir Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir Free Flight. Ah ben, les fidèles sont là et ça nous fait bien plaisir. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont connectées, des VIP aussi Ouais. qui sont là. Bonjour Daniel du coup. Et Bernard Touanel, je crois, qui est avec nous aussi. Un petit bonjour de Los Angeles. Ah, bonsoir Paolo. Et Jean Torrien aussi qui est là. Hello Seb, salut Jean. Écoutez, soyez les bienvenus. Tout le monde se connecte. On va vous laisser le temps de vous connecter comme d'habitude, hein, sans problème. Colonel Toutoun, tiens. Bonne semaine, Nico. Oui, Oui. oui. Collé de plastique un petit peu. Ah oui, Ça oui. avance. Je suis sur un F-16 des agresseurs. Ah, voilà. Donc, Voilà. il m'a semblé voir des connexions belges dedans. Donc, il y a le F-16. Présente, enfin le F-16 selon qui sera display vedette, aussi, qui sera vedette à la Ferté-Allée. Oui, et puis je J'ai crois qu'il vient, on pourra peut-être demander à Jacques tout à l'heure, il me semble qu'il vient à Salon aussi. D'accord. À vérifier. Mm. À vérifier. On a veillé Alors par les amis déjà, petit test son, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout est OK? Est-ce qu'en termes de qualité, tout est OK chez vous? Dites-nous. Et le temps pour nous d'accueillir parfaitement, donc c'est parfait. Le temps pour nous de souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints ces derniers jours. On pense par exemple à Tonton Pio, à Wati60, à Clochard Sampin qui est arrivé également, à Elvire69, donc il y a du monde qui nous a rejoint sur la chaîne. Et on remercie également des chaînes qui nous ont fait de la promo cette semaine, à savoir Jumpseat, l'émission d'Aérobuzz, avec Gilles, Martin, Jérôme et voilà, tout le monde. Inforéa, Thomas aussi. C'est vrai que c'était sympa, on ne s'était pas revu depuis là. Si, la semaine dernière, mais toi, tu avais des problèmes de connexion avec Ouais, Michael. ouais, j'avais preuve de Minitel. Et oui, très sympa. Et d'ailleurs, Et voilà. si vous souhaitez voir l'émission de Jumpseat Aérobuzz qu'on a eu la chance Elle est disponible en replay. de partager avec Nico, c'est en replay. Voilà. Bizarre, Nico n'a plus d'écho. Bah oui, c'est normal. En live, c'est bien. Je peux en faire. Tant qu'on est là, Ça arrive, hein. on a parlé des follow, on a les subs, vous savez, hein, si vous ne voulez pas de pub pendant le live, c'est pas un souci, hein, vous cliquez dessous, vous faites votre abonnement traditionnel, ou sinon, si vous êtes abonné Amazon Prime, profitez-en, c'est gratuit, et hop, je vous mets le lien, voilà ici. Et enfin, n'oubliez pas que pendant toute l'émission, et notamment la séquence après avec notre invité qui est là, Je serai là pendant toute l'émission. aussi, vous posez vos questions sur le chat, nous on les relaie et évidemment on les aborde et on les pose pour vous en direct. Donc N'hésitez pas à poser des questions. Hein. On est là pour ça, on est là pour échanger. Dernière petite chose aussi, vous avez vu, il y a quelqu'un dans le chat qui a une nouvelle épée, c'est Julot, on lui souhaite la bienvenue. Bienvenue Julot qui a fait un gros travail sur le Discord de l'émission. Et d'ailleurs, on va remettre le lien du Discord. Allez y faire un petit tour. Julot a repris les choses en main parce que c'est vrai que le Discord, il était tel qu'il était. Voilà. Voilà. Et là, il y a eu organisé. une amélioration, un très bon gain. Voilà. Donc, bienvenue à Julot. Julot18, bienvenue Merci à toi. sur le Discord. Merci pour ton travail et bienvenue dans la team de modération de la zone aéro. Voilà, les bienvenus sont faits. Voilà, bah oui. On ne dépose pas de bienvenue. plan de vol ce soir, on passe directement à l'actu Non, du c'est terminal. pas obligatoire. Hein. Ça vous va? Allez, c'est Allez, parti. on part sur les L'actu petites du actus terminal. avant de retrouver rapidement notre invité de ce soir, Monsieur Jack Reed, qui est avec nous. C'est parti pour l'actu du terminal de ce soir. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé comme Alors, news déjà, ce qu'on va faire, on va basculer la caméra comme on fait d'habitude, voilà, comme ça on nous voit mieux. Et on commence, il y a 4 petites news à vous préparer ce soir, ça va être... Ça, c'est le lac de Com. c'est le lac de Com, En tout à fait, en Italie. Italie. Et 2 Capro Nissan
qui sont en vente en Italie. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette news-là, mais si vous êtes amateur de vieux avions et que vous avez un petit pécule quand même de côté pour pouvoir investir dans ces avions-là, eh bien, vous aurez peut-être la possibilité de pouvoir acheter ces avions qui sont en vente. Alors ces avions ont été construits en 1935. Il y en a un qui est en version hydravion, comme vous le voyez sur cette image, et il y en a un aussi en version terrestre. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est le plus ancien hydravion du monde, qui est toujours en état de vol. D'accord. Voilà. Alors, le lac de Com, il faut dire qu'en Italie, c'est un très haut lieu de l'aviation, historique. Hein. Donc, oui. Donc voilà, et bienvenue Aviateur 59, bienvenue Sky Flyer Aviation. Je trouverais dommage qu'ils partent de là, en fait, cet hydravion. Ouais. Hydravion italien, couleur italienne, 1930. Bah, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine. Hein, ça mais fait partie du décor, hein, donc achetez-le, mais allez voler là-bas. Voilà, oui, voilà. Donc c'est pas Georges Clooney qui a une maison là-bas là. Ah, je sais pas. Donc c'est un appareil militaire initialement. Ouais. Et donc il a été transformé, on va dire, en côté exploitation civile sur le lac de Caume. Il a été restauré entre 2006 et 2010. Il y a eu un gros chantier. Si que je suis intéressé, Free Flight. Là. Voilà. C'est donc un biplan, hein, vous le voyez. Moteur, c'est un Fiat A50 de 85 chevaux. Ouais, donc ça vole pas très vite. C'est pas énorme. Hein. Non. Alors il y a différentes motorisations, mais celui-là c'est un 85 chevaux. Il fait à peu près 10 mètres d'envergure. Premier vol en 1928 et il a un rayon d'action de 700 km. D'accord. Mais voilà, oui, c'est un avion de l'époque. Il y a Free Flight, là. Eric me demande si ça m'intéresse. Oui, moi, je suis fan des vieux avions. Toi, t'es fan des vieux avions. Moi, effectivement, si j'avais... Voilà. Il y a même James Bond et Star Wars qui ont été tournés là-bas, et oui. Ouais. Si j'avais fait un groupe de musique et puis j'avais gagné de l'argent avec mes albums, je me serais fait une petite collection, oui. Voilà. Mise à prix, les amis, est-ce que vous avez de l'argent de côté? 240 000 € pièce. Ça va encore, hein. Pour un avion de 1935. Je les ai pas là dans la poche, mais ça va encore pour un avion de collection de cette classe. Voilà pour la première petite news. La seconde, on va partir du côté de l'aviation civile puisqu'on va parler de record de bénéfices pour Emirates entre 2022 et 2023. Levée des restrictions, notamment de voyage post-Covid. Évidemment, toutes les compagnies ont été touchées par cette période de restriction et une forte demande des passagers pour repartir voyager un peu partout dans le monde. Du coup, ils ont enlevé le notable là, qui fait 3 pages. C'est la meilleure année de son histoire pour Emirates, avec un chiffre d'affaires, tenez-vous bien, de 32,6 milliards de dollars sur l'année 2022-2023. C'est une augmentation de 81% par rapport à 2021-2022 et un bénéfice net de 3 milliards de dollars sur l'année. C'est colossal. Hein. C'est colossal. Ils vont peut-être acheter l'avion italien, là, Caproni. Ah oui, et le refaire aux couleurs d'Emirates. Ils ont annoncé donc justement un recrutement, une augmentation du recrutement de 20% au niveau des effectifs, ce qui représente plus de 102 000 employés. C'est pas rien. Ben non. Et ils ont transporté 43,6 millions de pax sur l'année dernière, ce qui fait une augmentation de 123%. 43 millions de passagers. Comme quoi la 380 n'est pas si mal. Alors ils en ont beaucoup justement, mon cher Jean, des A380, puisque malgré le fait qu'ils aient retiré 2 A380, un Boeing 777-300ER et un cargo, ils ont rajouté 2 cargos, ce qui fait 260 appareils aujourd'hui. Et merci Sky Flyer Aviation pour ton resub, pour ton nouvel abonnement, 4e mois. Les prévisions pour Emirates, c'est 200 appareils en plus dans les prochaines années. Ouais. Wow. 200 en plus. Alors il y en a peut-être qui vont 200 nouveaux appails, il y en a peut-être qui vont partir et voilà, ils vont rénover. Voilà, et ils veulent aussi augmenter l'aspect cargo puisque ça représente à l'heure actuelle 16% du chiffre d'affaires, la partie cargo. Ils veulent encore l'augmenter. Voilà. J'en ai vu plein à Tarbes des A380 en démantèlement. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, eux, ils continuent à en faire voler en pagaille. Ouais. Voilà pour Emirates. On continue et on va faire un petit peu d'histoire. Et ça tombe bien, ça va faire un lien avec l'invité de ce soir, puisque, souvenez-vous, le 17 mai 1953, en France, a été officialisée la dénomination officielle de la Patrouille de France. La PAF. À l'occasion d'un meeting à Alger, Maison-Blanche, Jacques Nottinger, je pense que ça se prononce comme ça, commentateur de l'époque, a officialisé le terme de Patrouille de France. Vous voyez les photos d'époque. Il désignait donc Patrouille de France
le 43e escadre de chasse de Reims, sous la direction du commandant Pierre Delachenal, sur 4 Thunderjet F-84G. Voilà, que vous avez sur les photos. Voilà, F-84 derrière, c'est ça. Et donc, l'utilisation de cette patrouille de France a hautement inspiré l'état-major, qui va récupérer le terme, sachant que la patrouille existait déjà depuis 1931. Donc, on s'approprie le nom, on le met, sur et Stamp, voilà. Ils étaient sur Stamp, dans les années 30. Voilà. Et donc, il y avait une patrouille aussi, il me semble, sortie de la guerre. Il me semble qu'il y avait une patrouille sur Birkat ou un truc comme ça. Il y en a eu plusieurs. peut-être. Alors, en tout cas, Je ne sais voilà, plus. 17 mai, c'est aujourd'hui, hein, 17 mai 1953. Vous vous rendez compte, hein, ça remonte. Hein. Et enfin, dernière petite news avant de retrouver notre invité, 70 ans. c'est le 17 mai, cette fois-ci 1919, avec la traversée de l'Atlantique par un Américain, Albert Cushing Reed, qui traverse l'Atlantique et qui fait cette première étape, le 17 mai 1919, en Curtiss NC-4, l'avion, vous l'avez en bas à droite, une sorte de petit hydravion. Et il le fera dans le sens ouest-est, en partant de Terre-Neuve, en passant par les Açores, le Portugal, il terminera à Lisbonne, un exploit de 2187 km effectué en 16 heures de vol. Le NC-4, c'est donc un avion qui a été intronisé le 30 avril 1919. Il est motorisé par un moteur Liberty L12A de 400 chevaux, enfin des moteurs, parce que je crois qu'il y en a même plusieurs, il y en a 2. Donc ça fait 2 fois 200. Et un rayon d'action de 2352 km, une vitesse de 155 km/h. Bah oui, petit à petit, il faisait des tentatives de traverser comme ça. Il y en avait eu plusieurs. Hein. Je vous ramène à regarder l'histoire de l'aviation de Pierre Klosterman sur la traversée de l'Atlantique. Ouais. Il y a un épisode exprès. Et bien sûr, ça se termine avec le New York-Paris direct par Lindbergh. Alors, il faut savoir justement que sur ce fameux Curtiss NC-4, il y a eu d'autres modèles de chez Curtiss, justement, qui sont partis à peu près en même temps. Et il y en a 2 qui, malheureusement, ont dû amérir pour des problèmes techniques. Et c'est le seul qui a terminé. Il y a René Fonck qui avait essayé de tenter aussi dans ce sens-là. Parce que dans ce sens-là, il faut dire que c'était le plus dur, en fait. C'était le plus dur. Et René Fonck, donc classe des As français de 14-18, avait essayé, mais malheureusement, à New York, l'avion était un petit peu trop rempli d'essence. Il y a eu un accident, ça s'est mal passé. Il y a eu un accident au départ. Et au décollage, en fait. Et puis, heureusement, René Fonck a survécu, mais par contre, il y a eu des morts au niveau du navigateur, je crois. Oui, ok. Voilà, sur ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur l'actu du terminal. Un petit peu d'histoire ne fait pas de mal. Non, Hein, rappeler des noms, tu vois, c'est bien de rappeler des noms. Eh oui. Et on salue également Martin de Jumpseat qui est là. Et si les amis, vous pouvez faire un petit shoot-out pour Jumpseat dans le chat, ça nous ferait bien plaisir. Merci à vous. Bien écoutez, ce que je vous propose, c'est tout de suite de retrouver notre invité de ce soir. C'est un monsieur exceptionnel qui a accepté de participer Très célèbre. à la zone aéro, très célèbre. On le voit partout en meeting. Et merci pour le shoot-out pour Jumpseat. C'est tout de suite la séquence principale de l'émission. On va le retrouver, il est avec nous. C'est donc la séquence Un visage dans les nuages. Et je vous demande d'accueillir dans le chat comme il se doit monsieur Jack Reen tout de suite après le jingle. Jingle. Et on passe tout de suite en mode visio et on va retrouver, si tout va bien, monsieur Jack avec nous. Hop, voilà. Alors, est-ce que ça apparaît ou pas? Non, ça n'apparaît pas encore. Mais ça, c'est Ça va arriver là. Ça va arriver. Il y a toujours un petit délai, en fait. Alors, attendez, hop, je vérifie. Il y a toujours un petit délai entre... ouais, c'est ça. Il y a toujours un petit délai entre le moment où on valide et le moment où ça arrive. Toc. Voilà, vous le voyez? Normalement, vous devez le voir. Jack, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vous entends. Eh ben, c'est magnifique. C'est bien. Je me vois dans un petit coin, ouais, ça devrait marcher. Eh bien, c'est parfait. Merci, Jack. Il y a le chat qui vous dit bonsoir. Bonsoir, le monsieur à moustache. Ah bon? Il a une moustache? Et il y a un message personnel de Bétouanel qui dit « Salut mon beau colonel Jack, un petit bonjour depuis Los Angeles, de la part du colonel Toutoun. » Oui, Toutoun, il a ses photos, vous voyez là, les
deux photos derrière, c'est des Sukhoi 27, et c'est des photos qu'on a fait ensemble, un MiG-29 et un Sukhoi 27, et c'est des photos de Toinel. Ah, ah oui, les Ah oui, photos qu'on ouais. voit là-bas derrière. Ah, Ouais. excellent, Ah, excellent, bah. excellent. Grâce à lui, j'ai fait plusieurs séjours en Ukraine, à Ouais. Kirovskaya, sur une base qui était russe à l'époque. Et on s'est embarqué dans des vols assez extraordinaires. Et les gens qui font l'histoire, c'est aussi ceux qui la photographient, qui l'écrivent. Et qui Bien la sûr. racontent. Oui, il faut Bien sûr. laisser des traces, hein, On a- comme je dis, dans Ouais, l'aviation, il n'y a pas beaucoup de traces. Hein. Et d'ailleurs, on en a parlé avec Rémi Michelin sur son excellent bouquin sur les 70 ans de la PAF, qui est en plein dans l'actualité. Alors, Jack, est-ce qu'il est possible de faire la petite minute de présentation? C'est-à-dire qu'on va déclencher un petit chrono pendant 1 minute et on vous laisse vous présenter. Ok? D'accord, ouais, j'ai compris. Et bien c'est parti. Voilà. C'est parti? Ouais, c'est parti. Bon, c'est parti. Bon, bah écoutez, j'ai une vie qui correspondait tout à fait à ma passion, c'était l'aviation. J'ai une bourse de l'armée de l'air avec le BIA à l'âge de 15 ans. Je suis rentré dans l'armée de l'air à 19 ans. T6, Mystère 4, Fouga Magistère, Mystère 4, Super Mystère B2, Mirage. J'ai eu l'occasion après, en tant que réserviste, à faire du F1. J'avais fait même du Rafale. Donc c'était vraiment ma passion. C'était pendant la guerre froide, alors ça me rappelle un peu des temps différents de ce qu'on vit maintenant. À l'époque, on avait très peur de prendre une bombe atomique sur la tête d'une manière plus évidente. Charles de Gaulle avait dit, écoutez, aux Russes, si vous nous attaquez, on vous caramélise tout pareil comme vous. Et nous, on partait pour accompagner les Mirage 4. C'était des temps difficiles. Après, je suis rentré dans le civil, j'ai terminé commandant de bord à Air France, tout en restant dans la réserve. J'étais une réserve active, j'ai été faire des missions au Kosovo sur Hercules et Transal. Ah oui. Et surtout la Ferté-Alais, là, quand j'ai appartenu à la patrouille de France, donc ça tombe très bien. J'ai fait le 25e anniversaire de la patrouille de France. Et c'était la première fois qu'on allait à la Ferté-Alais. Hein, c'est Jean Salis qui nous a accueillis. Et quand j'ai quitté l'armée d'air, Le Bourget et Orly sont à côté de la Ferté-Alais, donc tous mes week-ends, je passais sur les vieux avions. Les moustaches étaient le premier instrument de pilotage sur Blériot. On mettait toujours du pied sur la moustache qui frétillait. Et grâce à la famille Sally, j'ai piloté tous les avions historiques, SE5 jusqu'au Warbird. D'accord. Voilà. Sacrée flotte. Hein. Et je continue à m'occuper des jeunes parce que quand on est vieux, eh bien, quand on est jeune, on enseigne, et quand on est jeune, on pratique, et quand on est vieux, on enseigne. C'était une partie du général. Et l'importance des anciens, c'est justement d'enseigner les jeunes qui vont faire les citoyens du futur et les bons. D'accord. Ça, c'est bien vrai, ouais. Ok. C'est bien parce que ça nous donne tout un tas de pistes justement pour aborder un petit peu tout ça. Alors, déjà, quelques réactions dans le chat. Quelques petites réactions. C'est top. Voilà. Le son est parfait. Alors, voilà. Première question qui arrive, qu'on va incruster. Ah oui, parce que, alors, voilà, c'est une question de Paolo. Vas-y. Voilà, on l'a fait apparaître. Quel est l'avion sur lequel vous avez aimé de voler? Quel est l'avion sur lequel j'ai aimé de voler? Tous. Ouais. Tous, et je dirais tous, presque ceux sur lesquels j'ai pas encore volé. Ah. Il y a le fait de se mettre en l'air, caresser les filets d'air, comme je disais, faire l'amour à l'espace, que ce soit sur un Blériot ou un Rafale. D'abord, c'est extraordinaire de voler, c'est extraordinaire que même quand vous êtes pilote de ligne, je dirais, vous décollez, il fait mauvais temps, vous êtes au-dessus de la couche, vous êtes dans l'atmosphère, c'est extraordinaire de voler, c'est vraiment le rêve de l'homme. Et n'importe quelle machine volante, enfin ce qui me concerne, est toujours intéressante à découvrir, à piloter le mieux possible, à découvrir son domaine de vol, à découvrir ses défauts, parce que justement quand on maîtrise les défauts, ça devient un plaisir supplémentaire de savoir dans quel domaine on peut l'amener ou pas. Donc, il y a des avions que je regretterais de ne pas avoir volé, mais j'ai réussi à faire pratiquement depuis le Blériot jusqu'au dernier réacteur. Et c'est toujours, même les avions maintenant, même les ULM, qui sont des petits avions qui sont extraordinaires, qui ont un domaine de vol aussi, qui ont des commandes agréables. Tout ça, c'est du plaisir, c'est de la joie. Et alors, donc du coup, dites-nous celui sur lequel vous aimeriez voler. J'aimerais voler souvent le suivant. Ah, je sais pas en fait, parce que Il n'y a pas un modèle particulier celui qui se présentera, parce que maintenant il y a tellement dans tous les domaines, que ce Ouais. soit les domaines de l'aviation, l'aviation d'affaires, l'aviation légère ou l'aviation commerciale, c'est celui qui se présentera, quoi. Il y a toujours, j'ai pas d'idée précise à vous répondre. Voilà. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut déjà commencer par revenir un peu par ce qui concerne l'actualité, c'est-à-dire la patrouille de France? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu votre expérience à la patrouille de France, les postes que vous avez occupés et ce qui vous a marqué? C'est une aventure humaine extraordinaire. C'était, je dirais presque
le plus beau cadeau que m'a fait l'armée de l'air avant mon départ, quand j'avais été coopté, puisque c'est une aventure humaine extraordinaire. Le leader, un des leaders de la patrouille de France, Roger Piazzalunga, j'étais son premier élève quand je suis arrivé dans l'armée de l'air. Et bon, après, je suis parti en escadre de chasse et lui a fait l'école de Salon de Provence. Il est revenu, donc moi j'étais déjà instructeur et lui il est revenu pilote à l'instruction. Donc je l'ai ramené au niveau de commandant d'escadrille. Et puis à un moment, il a été pressenti pour prendre la patrouille de France, donc il a été second. Et on était dans le même escadron, c'était à Creil. Et il me dit écoute, on cherche un solo. Enfin, la patrouille de France a besoin d'un solo. J'ai parlé de toi, tout le monde est d'accord. Il faut savoir aussi qu'à la patrouille de France, on ne rentre que si tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de problème de quoi que ce soit, c'est que s'il y a un seul gars qui s'oppose, parce qu'il faut une espèce d'homogénéité, c'est un boulot qui est très émotionnel quelque part, donc il faut que les réactions soient toutes homogènes. Donc je suis rentré à la patrouille de France grâce à lui, et j'étais deuxième solo, et après leader solo sur Fouga Magistère, qui était un avion extraordinaire, bon évidemment moins puissant que ce qu'il y a maintenant, mais c'était une hirondelle cet avion, il avait des commandes de vol magnifiques. Et la patrouille de France était déjà panache, élégance, virtuosité. Et au point de vue humain, c'est un groupe qui est extraordinaire entre le leader et ses équipiers. Par rapport à notre société qui veut vivre à risque nul, là, on est obligé d'étudier les risques, de les prendre, et surtout, on n'a pas droit à l'erreur parce que la sanction, elle a un côté définitif. Alors, ça vous donne, je dirais, une exaltation sur le plan humain, sur le plan du groupe. Sur le plan du groupe, parce qu'on est toujours de temps en temps une belle présentation, on est animé du sentiment légitime du devoir accompli, c'est une émotion sans cesse renouvelée. Ouais. Et c'est vraiment, et on raconte ça aussi dans d'autres groupes humains de sport, de challenge. Nous, c'était un challenge à chaque fois qu'on se mettait les fesses en l'air. Il fallait savoir qu'il fallait se reposer bien, poser pas casser, contrôler. Ouais. Et c'était une richesse, si vous voulez, on mettait tout en œuvre. C'est la vue, c'est le physique, c'est la résistance physique, c'est le pilotage, c'est le coup d'œil. C'est quelque chose d'extraordinaire au point de vue du corps et de l'esprit. Alors, justement, on parle du Fouga Magistère, et voilà, avion mythique avant l'Alpha Jet à la patrouille de France. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'histoire du tonneau intérieur qui s'appelait Buzz, il me semble, non? Ah oui, ça c'était cette spécialité. En fait, c'était deux avions en miroir, en miroir comme ça. Donc, alors le leader tournait un tonneau. Il ne fallait pas qu'il mette de direction pour tourner le tonneau parce que le second se mettait dans le papillon. Ça autorisait justement à d'avancer en miroir assez avant là, sur le leader. Et c'était un coup de patte qu'il fallait acquérir. Alors c'est vrai qu'au niveau du pilotage, ça donnait des spécialistes et des spécialités extraordinaires. Donc il fallait tourner ce tonneau simplement, si vous voulez, à la cadence, au gauchissement et à la profondeur. Et le deuxième solo était en quillant, en miroir. Et c'était un geste fusionnel. On était vraiment fusionnel. On a encore des photos où on avait l'impression que les deux avions formaient un biplan. Ah, d'accord. Et c'était une spécialité de la patrouille de France à l'époque. Enfin, ça l'est toujours. D'ailleurs, ils font des choses un peu différentes avec les Alpha Jet qui sont aussi pointés au point de vue pilotage et plus spectaculaires. Mais c'était la spécialité. On appelait ça le tonneau Bosniak. Alors, le mot Bosniak, peut-être un peu. Parce que c'était Bosniak. Alors, c'était très drôle parce qu'on faisait aussi un genre de virage d'eau. Et les réacteurs du Fouga n'avaient que 30 secondes d'autonomie en jet négatif. Ah. Donc on avait remis la lampe basse pression sur le tableau de bord du leader et l'équipier voyait donc, comme il était en surplomb du cockpit du leader, il voyait cette lampe et quand elle s'allumait, il savait qu'il avait 5 secondes pour reculer parce que le réacteur éteignait. Bon, le leader revenait en temps normal, pauvre, ça rallumait, c'était... D'accord. Voilà. C'était normal pour l'époque. On savait on savait complètement contrôler ces risques-là. D'accord. Ok. Et la patrouille était déjà combien d'avions? Elle était à 9. Quand j'y étais, on était à 9 et de temps en temps, on volait à 11 avec les remplaçants. Et sur Alpha Jet, elle est passée donc à 7. Bon, il y a un chiffre d'or aussi également, ils font des belles figures. 9, ça permettait les solos à l'époque, la modestie des solos, c'était de boucher les trous. C'est-à-dire que la présentation du Fouga était très présente. On avait 3000 pieds de plafond, c'était un volume. Donc, il ne fallait pas de temps mort. Quand on faisait des figures en patrouille, on éclatait, il y avait les éclatements. Et pendant les éclatements, les solos venaient faire des choses assez spectaculaires, le tonneau Bosniak, les croisements, les percussions, etc. Donc, c'était une fonction qui était un petit peu à part. Alors que maintenant, la patrouille travaille, les scénarios sont un peu différents, tout le monde fait son boulot un peu... Voilà, bon, enfin, je veux dire, la ségrégation du travail entre le solo, enfin le leader de la patrouille et le leader solo était plus marquée à l'époque. D'accord. Et vous trouvez justement que ça amenait plus de spectacularité à l'ensemble du défilé ou pas?
Oh non, 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 c'était fait avec les possibilités. Enfin, ils font le maximum permis et par, je dirais, la réglementation, etc. Mais c'est un travail extraordinaire de tous les instants. Et à chaque année, ils réinventent une série. Ils réinventent de nouvelles figures ou ils améliorent de nouvelles figures. Nous, à l'époque, je disais, c'était panache, élégance, virtuosité, parce que le Fougas, c'était pas très spectaculaire comme évolution, c'est un petit avion, quoi. Alors que les Alpha Jet sont beaucoup plus spectaculaires et ils en tirent aussi des figures plus spectaculaires au point de vue manœuvrabilité, accélération, déclenché, etc. Non, non, à chaque époque, on faisait le top, quoi. On faisait le D'accord. top. Et alors justement, votre avis justement sur la PAF avant et la PAF maintenant, donc vous avez à peu près répondu à la question en disant que l'avion a modifié les choses, mais en termes humains, les choses sont restées exactement les mêmes? Ah ouais, la motivation je veux dire, c'est pas un métier ni du matériel qui compense l'insuffisance humaine. C'est pas l'intelligence artificielle qui peut faire les choses comme vous. C'est vraiment le talent de chaque pilote. Hein, c'est l'entraînement de tous les jours pour que ça soit parfait. D'abord parfait pour la sécurité et deuxièmement pour que ça ait l'air facile. La vue du sol, c'est comme un ballet. C'est un ballet, quoi. C'est un ballet classique. On fait toutes les figures. On étudie toutes les possibilités de domaine de vol de l'avion. Et vraiment, c'est la qualité humaine. Vous savez, au début, il y a des moments, bon, on procède par des apprentissages de figures qui vont se compléter, mais c'est un travail de tous les jours et on n'est jamais sûr de bien réussir sa présentation. Il faut vraiment être au top tout le temps. Ouais. Tout le temps. Alors, vu d'en bas, ça doit paraître magnifique, ça doit paraître facile, ça doit être pas très élégant. Et vu de l'intérieur de l'avion, je peux vous prie de croire que c'est bien. Quand on emmène des passagers, c'est spectaculaire en général, c'est une sacrée expérience. On peut dire que vous étiez un peu comme des mousquetaires finalement entre pilotes de la patrouille de France. Comme les mousquetaires. Comme les mousquetaires. Les mousquetaires. Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Tous pour un, un pour tous. Alors là, mais tout à fait, oui, j'avais pas entendu, excusez-moi. Tout à fait, c'est ça. Et puis, elle n'avait pas le droit de faiblesse intérieure, mais je savais que vous mettez là. Bon, on se préparait maintenant, on fait. D'ailleurs, ce qu'on appelle la musique, c'est qu'on visualise un peu, on se sert de l'imaginaire pour bien que le cerveau travaille, que l'imagination soit bien maîtrisée. Mais même si on est un peu. Voilà, ça vous vide le cerveau, vous mettez dans l'avion, vous mettez en route, et là, tout le système, tac, vous rentrez vraiment dans la concentration, vous rentrez dans ce qui est appris. Il y a des moments, c'est une espèce d'extase, quoi. C'est-à-dire que vous avez la respiration, le coup d'œil, tout votre être. Là, il n'y a pas de contradiction. Tout votre être, il est là pour que ça soit parfait. Les engrenages qui se mettent, et ça se met en route, tous en même temps, et puis... Ah oui, mais dès que vous arrivez aux avions, ça vous prend. Il y a une émotion qui vous monte dans le corps, il y a de l'énergie, il y a une espèce de plaisir extraordinaire, il y a une concentration. C'est vraiment les bonnes parties de votre être, physique, mental, émotionnel, qui se met en route. C'est extraordinaire, c'est un souvenir extraordinaire. Moi, je continue à faire un peu de la voltige avec les Fougas Magistères, puisque je suis avec un groupe, on a encore une patrouille de Fougas Magistères, mais je retrouve ça tout le temps. Tout le temps, la mise en route, on roule et puis on y va, décollage, tac, en place. Bon, tout ça, c'est une partie de notre aide c'est un vrai bonheur. Toujours le plaisir de faire un travail propre, soigné. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est un grand plaisir. D'abord propre parce qu'on n'a pas droit à l'erreur, et en même temps, on est un peu sous le regard de ce que certains connaisseurs ont sait, donc il faut que ça soit parfait. Là, de temps en temps, on se tabine un peu, des fois sur une figure, ça recule un peu, on a des petites erreurs ou des petits écarts d'étagement, oui, il y a des petits moments, il y a un petit coup de gaz qui va pas, etc. Mais il faut que ça soit, à la fin, c'est parfait, quoi. Puis il y a une espèce d'osmose, c'est comme si tout le groupe était dans la même bulle. Dans la même bulle, on est entraîné par l'autre, c'est aussi cette espèce d'émotion du groupe, quoi. C'est un ballet, il n'y a rien. C'est marrant parce que vous racontez ça et puis on vous écoute et c'est comme s'il n'y avait pas de vent finalement qui vous gêne ou quoi que ce soit. D'éléments extérieurs qui pourraient venir un peu perturber ce ballet, le bon déroulement. déroulement. Et quand on vous entend... Vous savez, l'atmosphère, les marins, ils ont la chance, c'est qu'ils voient la mer, qui a une consistance, et qu'ils prennent une déferlante, ils prennent une grosse vague qui arrive, ils prennent un tourbillon, etc. L'aviateur, la substance à une certaine vitesse, je dirais l'atmosphère, c'est un peu comme une vague, c'est un peu comme la mer, mais on ne la voit pas. On l'aperçoit que par justement les sensations, les turbulences, les décrochages, etc. Et c'est vrai, il y a des jours où le temps est mauvais, il y a beaucoup de vent, il y a des wind shears, ce qu'on appelle des cisaillements de vent, etc. Et là, je peux vous dire qu'on descend, c'est un bon match de rugby contre l'atmosphère. Vous aviez quand même, vous rajoutiez de la sécurité si le temps était un peu mauvais? Ah évidemment, oui. Mais pas au point de vue, pas au point de vue des positions. Les positions sont figées, mais les positions sont prises. On avait ce qu'on appelait du retrait, de l'écartement, elles sont prises pour justement que si
ici, il y a des vents de 25-30 nœuds, des vents de turbulence, que justement, ça nous permet sans que le danger soit parfaitement maîtrisé. D'accord. Alors, on parlait justement des démonstrations, des conditions de vent, donc des meetings, puisque les présentations étaient sûrement essentiellement meetings. Quelle est votre vision sur les meetings d'avant et les meetings aujourd'hui? On sait que l'écart par rapport au public a été augmenté pour des raisons de sécurité, c'est une réglementation qui l'encadre. Les planchers qui ont évolué aussi. Votre avis de démonstrateur? Ah non, je dirais c'est presque un fait de civilisation. Ah. C'est bien une société qui, de plus en plus, qui c'est pas idiot, veut maîtriser tous les risques, ou veut vivre quasiment, les politiques vous promettent de vivre à risque nul, hein, ce qui est faux d'ailleurs, hein, parce que la vie n'a d'intérêt justement que si on la risque, si on a un challenge, qu'on examine la situation, qu'on réfléchisse beaucoup, c'est ça le devoir de précaution, hein, qu'on réfléchisse beaucoup à tous les éléments pour maîtriser parfaitement et réussir notre coup. Hein, si vous apprenez à un gamin qui a 5-6 ans, avant de traverser la rue, je regarde à droite, je regarde à gauche, il n'y a pas de voiture qui arrive, je regarde une deuxième fois et je traverse rapidement, ça c'est du principe de précaution parce qu'il va traverser sans danger. Si vous lutte maintenant, tu es prioritaire, tu as ton Walkman et c'est les autres qui doivent assurer ta sécurité, vous voyez, c'est pas la même chose. Donc c'est vrai, pour revenir à notre époque, je pense qu'on avait un peu plus de liberté. Hein, on a témoin, j'allais dire, on avait l'interdiction de se casser la figure, ça aurait été un échec, mais il y a des moments, bon, si on avait pas faire un passage un peu plus bas où la météo était juste limite, on avait le droit d'aller voir. Alors que maintenant, c'est de plus en plus structuré, hein, les normes de sécurité sont bien carrées et il faut jouer dedans. Bon, je ne vais pas dire qu'il y avait des frustrations par rapport à l'aviation que j'ai connue où c'était un peu aussi. Voilà, on avait des libertés, on était entraîné justement pour avoir des minima qui étaient plus évolutifs. Mais maintenant, c'est très bien, non? On laisse faire ce qu'il faut. Mais bon, s'il n'y a pas le plafond, je veux dire, par exemple, le PAF a besoin de 3500 pieds de plafond, il n'y a pas, il ne fera pas une série grand beau temps. Ouais. Nous, ça nous arrivait, comme on disait, en haut, trempé dans la boucle, trempé dans les nuages, et se retrouver. Voilà, on avait une marge de manœuvre qui maintenant n'existe plus. Oui, d'accord. Tout ce que vous a apporté la patrouille de France, est-ce que vous avez réussi à le retranscrire quelque part dans toutes les démonstrations que vous avez pu effectuer au sein de l'amicale Jean-Baptiste Saliste sur tout un tas d'avions? Oui. Je pense que j'ai une chance extraordinaire. C'était une chance extraordinaire de connaître Jean-Baptiste Saliste. Puis si on est allé, c'est la première fois que la patrouille est arrivée sur le terrain. De la Ferté-Alais, comme une récompense de reconnaître déjà le musée qu'il avait. On voyait ce monsieur qui arrivait avec son Blériot sur les meetings arrière, on le regardait comme un extraterrestre quelque part. Et si vous voulez, quand j'ai quitté l'armée d'air, j'étais reçu par la famille, et ça a été la continuité de ma vie, si vous voulez. Bon, quand je ne travaillais pas à Air France ou à Air Inter, j'allais faire les week-ends, je faisais des meetings, je pense leur avoir apporté quelque chose, parce que bon, là, moi je savais faire des meetings, je savais ce que c'était de faire de belles présentations aériennes, il y avait les T6, le Tora, pour le sens du spectacle aérien, je pense que j'aurais sûrement apporté ça. J'ai formé beaucoup de pilotes aussi, qui étaient des bons pilotes individuels, mais savoir faire une belle présentation en vol basse altitude, un enchaînement gracieux de tonneaux, de tonneaux barriqués, etc. Moi, je l'avais appris. J'avais appris déjà en tant que pilote de chasse. Le combat aérien aussi, c'est une forme qu'on faisait à l'époque, le combat canon. C'est une forme de poésie aérienne, on va dire. Hein. Et puis, bon, et la présentation en vol aussi, les normes de sécurité, comment rattraper quand vous êtes en haut d'une boucle, si vous n'avez pas l'énergie, on va pas continuer, savoir sortir en sécurité de figure mal engagée ou parce qu'il y a des faiblesses moteurs ou la météo. Donc, ça a été mon plaisir, c'était ma joie et je peux lui dire, je les remercie toujours puisque je vais toujours les faire aller. Je fais encore des meetings sur des avions anciens. C'est un vrai bonheur qui se prolonge. Bon, maintenant, je commence à avoir un peu de bouteille. On commence à me regarder en disant, dis donc, papy, il faudrait peut-être que tu penses à autre chose. Donc maintenant, j'enseigne. J'enseigne des jeunes de BIA. Je leur dis, si vous avez cette vocation au fond de vous-même, si vous avez ce désir, ne renoncez jamais. Il y a toujours un moment, ça va tomber. Puis dans ce métier, on peut être pilote de ligne, mais on peut être aussi pilote de loisirs. Là, j'ai été coopté par un autre club qui est de gens très très bien, et je leur apprends à faire de la patrouille, et puis voilà, un petit peu de voltige, vous voyez. Voilà. Donc tout s'enchaîne. Et d'ailleurs, on peut trouver aussi sur Internet des images où on vous voit en vol, on voit des images aériennes. Alors, on ne les a pas mises ici, parce que c'est vrai qu'avec Twitch, il y a des notions de droit d'auteur qui sont un peu complexes en ce moment, ils sont un peu tendus là-dessus. Mais bon, allez voir, vous tapez. Et d'ailleurs, il y a des images qui sont signées Alain Darchy, qui était sur TF1. Oui, alors Darchy, c'était un type super aussi. Moi, je l'ai emmené la première fois dans un Morane 317. C'était un type qui était, alors il se mettait à plat ventre sous les avions. C'était un type qui avait une vision, qui voulait donner une image
extraordinaires de l'aviation, et des gens, et en plus, c'est eux qui font l'histoire, parce que si tous les gens qui la photographient, qui la racontent, etc., c'est eux qui font les héros, quoi. Et le Darchi, il était un jour tellement pris par son truc, j'ai failli le perdre en vol, quoi. J'étais en haut d'une boucle, il était en train, il était fasciné par son objectif. Je prends un peu, un peu comme dans les dessins animés, il tombait, je le récupérais en mode de la boucle, quoi. Ah d'accord. Cascade à la Belmondo, quoi. Mais il s'en est rendu compte quand même. Oui, tout à fait. Mais, un peu, oui. Enfin bon, c'est vrai qu'il y avait un petit sort, disons, là. Parce que d'abord, c'était un balèze, hein, je veux dire, c'était quand même un beau bébé. Là, et quand il était dans des avions anciens comme ça, il dépensait largement, quoi. Ouais, d'accord. Alors justement, sur les avions anciens, notamment au sein de l'amicale Jean-Baptiste Sailly, est-ce que vous avez compté à peu près combien vous en avez piloté? Les avions à l'amicale, pratiquement tout. Donc, il y a 80 types d'avions, à peu près. On a une centaine de types d'avions dans le musée, et il y en a 80 en état de vol. Et il y a des meetings d'ailleurs, où j'ai sauté d'un avion sur l'autre pour les présenter. Et mon angoisse, c'était, parce que je ne suis pas très grand, et ces avions-là étaient souvent assez... J'ai du mal à toucher les pédales, quoi. Alors donc, mon angoisse, c'était de retrouver, quand je changeais d'avion, qu'on ne m'ait pas piqué le coussin qui me permettait de... Ouais. Et ça allait au niveau, parce que les avions, ça se pilote pas pareil de l'un à l'autre. Après, bon, on pousse, ça descend, on tire, ça monte. Mais l'adaptation, elle devait être difficile quand même, d'un Blériot passer sur un T6 ou inversement, quoi. Non, mais c'est ça la passion, c'est ce qu'il faut laisser dire aux gamins. C'est quand vous avez envie, vous étudiez, vous faites. C'est vrai qu'un Blériot, je peux vous dire, ça se pilote tout le temps. C'est l'assiette, c'est l'inclinaison, vous n'avez rien d'autre. Et quand je dis, j'étais là, moi j'avais les moustaches je suis descendu, j'ai dit, je sais ce que c'est qu'un hameçon, parce que vous avez la tête à l'air, et comme ça se pilote partout, je mettais du pied sur la moustache qui frétillait, ou voilà. Ça c'est un truc, mais ça s'apprend. Et Salis m'avait dit, attention, ça se pilote pas comme un avion normal, il faut l'assiette, c'est la vitesse. Et le principe de base d'un avion, quel qu'il soit, c'est la vitesse et la vue. Si vous n'avez pas la vitesse, vous décrochez, vous tombez. Et le réflexe humain, c'est de retenir. Alors là, vous êtes sûr d'aller au tas, alors qu'il faut piloter sa mort un peu. Quand un avion tombe, il faut suivre avec les commandes de vol. Ça, c'est la première chose. Et la vue. La vue, il y a deux choses dans l'aviation. Même encore maintenant, c'est que toujours l'avion que vous n'avez pas vu qui risque de vous envoyer au tapis. Alors en temps de guerre, c'est le mec qui vous flinguait. Et la vue, c'est savoir vous orienter dans l'espace. Bon, même si vous volez à plat, par moment, si vous rentrez dans un avion, pour savoir si vous avez le déhaut en train de décrocher ou le débat, pour savoir remettre les ailes horizontales. Donc, la vue, c'est ça aussi, c'est savoir vous orienter dans l'espace. Et c'est le bonheur quand vous faites de la voltige, vous sentez l'accélération de l'avion, la décélération, vous faites la cadence, je veux dire, du nez. Votre nez, c'est comme un stylo, une pointe de stylo sur laquelle vous allez écrire un dessin dans l'espace par rapport à l'horizon. C'est une puissance. C'est beau ça. Et ça t'apprend. Vous n'êtes pas enfin, je ne vais pas dire qu'on est tous IM dans l'aviation quand on fait de la présentation de voltige, mais c'est au fur et à mesure, on apprend. La patrouille de France, on apprend. Il y a des jours, ça va pas, ça tourne carré. Hein, mais puis à un moment, paf, c'est le bonheur, ça peut l'extase, de réussir son affaire. Alors, on va peut-être passer deux petites questions qui sont tombées dans le chat, parce qu'on pose nos questions, mais il y a aussi les questions des spectateurs qui sont là. Et la première qui est posée par Aviateur59 et qui vous demande, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être pilote de chasse? Parce que ça date de tout petit. Oui, tout à fait. Alors, pour écouter, il y a des destins. Alors ça, qui est-ce qui fait notre destinée? Moi, je suis né en 1944 dans la Bled en Anjou, un petit pays qui bordait un terrain de chasse allemand. Bon, j'étais dans mon berceau, ce terrain était bordé par une rivière et des peupliers. Et bon, c'était en juin 1944, bon, j'avais 4 mois, 6 mois. Et il y a un raid de P-38. Hein, alors, les paysans en parlent encore, les petits de queue, hein, c'est les avions qui étaient caractérisés, qui sont arrivés, qui ont strafé le terrain, ça a été apocalypse là-haut sûrement. Et j'étais dans mon berceau et j'ai trouvé, au lieu d'avoir peur peut-être, bon, en tant que bébé, j'ai dû trouver ça extraordinaire. Après, on est venu me chercher, tout ça. Et en plus, j'étais chez mes grands-parents dans ce bled, où c'est le curé qui faisait le cinéma, hein, c'était le cinéma de campagne. Et toutes les premières années de ma vie, j'étais bercé en fait par des films où c'était à la gloire de nos héros. C'était Général du Diable, c'était le Grand Cirque. Dans mon bled, il y a eu deux héros, les frères Choulin, qui étaient des héros de 14-18. Quand j'avais 5-6 ans, je côtoyais un type, Magot, qui était un de guerre français, qui était dans une escadrille de Spitfire. J'entendais les récits et pour moi, je voyais Dieu, quoi. Et je vais vous dire, quelque part, c'était ça ou rien. Donc, quand je dis aux jeunes de renoncer jamais, c'est que je ne pouvais pas faire ça. Alors que physiquement, j'étais un peu nul. Enfin, j'étais un bébé de la guerre, donc j'ai réussi à ramasser toutes les cochonneries. J'étais dans une famille très modeste et quand je parlais de vouloir être aviateur, on me disait mais non.
C'est pas pour toi, bon, c'est pas pour toi, il faut être beau, il faut être grand, il faut être en bonne santé, il faut être Superman, il faut faire des maths, il faut être La ingénieur. mâchoire carrée Un et peu tout. un peu comme la mère de Poitiers qui a dit arrêtez de faire rêver les gosses. Je dis non, surtout pas, surtout pas. Et je leur dis ne vous découragez jamais si vous sentez que c'était énergique au fond de vous-même. Vous attirez des retours de circonstances qui vont vous aider à réussir alors que l'environnement, j'ai une taquinerie, je dis, c'est que je pense que quand j'ai passé ma visite médicale, bon, au CMPN, là, le grand truc, mon dossier, je veux dire, mon dossier, je ne sais pas comment il était, mais l'infirmière qui a amené mon dossier doit avoir un décolleté plus intéressant que mon dossier. Je pense que le professeur a dû signer sans trop vraiment regarder. mais je pense qu'il y a du vrai dans ce que je dis, mais c'est surtout dans le symbole, c'est que quand vous dites tous des cons, on va se planter, tous des bourrins, on a 100% de réussite dans l'échec. Vous avez remarqué, quand on est négatif, ça marche. Et si vous dites au cas où je serais meilleur que celui que je pense être, et que je vais essayer, et non de dire il faut que j'y arrive, je peux vous dire que vous y arrivez. Ouais, le mental. même si on n'arrive pas, on a toujours été meilleur que Bah, ce qu'on était ça avant, vous quoi. amène de toute façon à quelque chose. Vous savez, quand je suis arrivé dans la chasse, c'était la guerre froide, j'ai commencé mes premiers combats sur Mister 4, j'étais avec des leaders qui étaient fabuleux, et ils me disaient, si un avion arrive pour te flinguer, tu bouges. Tu n'attends pas en disant, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu bouges, tu fais une manœuvre. Elle sera peut-être pas la bonne, mais elle va peut-être t'amener à la bonne. Ouais. Et la vie, c'est pareil, si vous ne bougez pas, intellectuellement te dire, ça ne marchera jamais, vous avez 100% de réussite dans l'échec. Mais si vous avancez, bon, il y a plein d'autres métiers que l'aviation. Il y a plein d'autres métiers, je veux dire, que pilote, je veux dire, mais il y a plein d'autres métiers dans l'aviation. Et moi, j'ai des jeunes, je leur dis, bon, même si tu n'es pas pilote professionnel parce que tu rentres à Air France ou dans l'armée de l'air, mais tu peux devenir un excellent ingénieur dans les concepts et puis aller voler dans les petits avions le week-end. Voler, il y a toujours un côté extraordinaire, il n'y a pas de hiérarchie, c'est d'être en l'air et de piloter son avion et d'en faire quelque chose. Soit un voyage, soit une voltige, soit essayer un proto, vous voyez ce que je veux dire? C'est infini, ça. Je vais revenir un peu à la descente du berceau, là, de votre berceau. Votre premier contact en fait avec l'aérien, c'était avant de rentrer dans l'armée de l'air ou c'était en aéroclub? Oui. Votre tout premier je m'occupe contact. des cours BIA, les cours, on fait ça à l'école maintenant, c'est des brevets initiaux d'aéronautique. Moi, j'avais 15 ans, j'étais au Mans, là, j'étais à la ville du Mans, et je passe dans une rue, il y avait une affiche, devenez pilote un peu, l'armée de l'air vous paye le brevet de pilote, si, c'est ça. Donc, inscrivez-vous à l'aéroclub, et l'aéroclub, s'il amenait un gamin comme moi au brevet de pilote, l'armée de l'air lui remboursait les heures de vol. Ah ouais. Donc à 15 ans, bon, j'ai fait du parachutisme, j'ai eu mon CAPP, donc je pliais mon parachute, mais surtout, je suis inscrit à l'aéroclub. Alors j'ai fait 3 ou 4 heures de Piper Cub, Piper J3 qui était le grasshopper, la sauterelle, c'est intéressant pour du pilotage. J'ai passé un brevet de pilote de planeur, un brevet D, et c'était ma première, j'avais 15 ans, donc j'ai eu mon premier contact avec le pilotage réel. Et d'ailleurs, je dis tous les jeunes qui veulent faire de l'aviation, qui commencent par le planeur, parce que ça vous donne un sens de l'air extraordinaire, ça vous donne un sens de la météo et ça vous donne surtout un pilotage sans moteur. Ça veut dire que si après vous volez sur un avion, vous n'avez pas de moteur, vous savez quoi faire. Vous mettez le départir pour garder la vitesse. Vous n'avez pas peur de tomber, vous voyez. C'est un peu comme faire la danse classique avant de faire du rock'n'roll ou ce qu'on veut, quoi. et donc après, bon, j'ai pensé qu'à ça. Bon, j'ai passé mon bac et puis il y a eu un moment à concours. Je me suis présenté, alors là, Dieu était avec moi. Parce que donc j'ai été pris dans l'armée de l'air, j'avais tout juste 18 ans, 3/4, 19 ans. Quoi. Et donc ça marchait bien, et les premiers vols qu'on faisait, c'était sur des North American T6, c'est des chasseurs déclassés sur lesquels ils font beaucoup de films, et c'était vraiment un avion qui ne laissait rien passer. Ça veut dire qu'à l'époque aussi, les gamins qui étaient lâchés sur cet avion, le T6, ils étaient aptes après à piloter des Spitfire, des Mustang, des avions assez pointus, parce qu'il avait toutes les... C'était un maître qui ne pardonnait rien. Si vous faisiez un boom à latéraux, vous commenciez à faire le Jolly Jumper, vous mettiez les gaz, il tournait autour de l'hélice, enfin, vous voyez, c'était... Ah ouais. D'accord. J'ai commencé là-dessus, et pour revenir à bataille, il fallait 2 coups ça dans le dos et 3 sur les fesses pour toucher les pédales un peu quand même. Ouais. Et donc le T6, votre formation, vous l'avez faite en France ou aux États-Unis? Oui, moi, les États-Unis sont terminés 2 ans un peu avant. J'ai fait en France, c'était les premiers que j'ai fait, c'était à Cognac. À Cognac, qui était équipé T6, c'était la première école de base. Après, on allait faire, pour ceux qui étaient chasseurs, une école de transition réacteur sur Fouga à Orange. Et après, on allait à Tours, qui était la grande école de chasse, où vous étiez breveté pilote de chasse. Donc sur T-33, le 80 Shooting Star, qui était déclassé, c'était un sacré avion aussi. Et puis après, on était lâché. Alors là, c'était l'apothéose, c'était lâché sur le solo, sur le Mister 4, le vieux chasseur, les ailes en flèche. Alors d'abord, très marrant entre les élèves, parce qu'il y avait ceux qui continuaient à faire l'école, et il y avait ceux qui avaient fait leur lâcher Mister 4. Et quand on est arrivé au restaurant, au mess, regarde à vous, on soignait les anciens qui étaient... Et après, on les appelait les supersoniques, parce que c'est la première fois
il y avait un vol où on passait en supersonique, on allait du côté de la mer vers Noirmoutier, et là, on faisait grand piqué, on prenait avec un 0,2, un 0,4, donc on était passé en supersonique. Ah, Et à d'accord. l'époque, c'était comme un adoubement pour le pilote de chasse, quoi. D'accord. D'accord. Et après, il y avait aller faire du tour. Après, on allait dans les OTU, ce qu'on appelle à Cazaux, faire du tir canon, tout ce qui était l'armement. Et les OTU à Nancy, où c'était l'apprentissage du combat aérien. Ouais. D'accord. Ok. Ah, vous avez vécu donc la renaissance de l'aviation française d'après-guerre avec des belles machines comme le Mystère 4, du coup. Oui, oui, oui. Bah, puis c'était l'avènement des Reiters et des supersoniques. Ouais. On n'était pas supersonique en bout de pelle, c'était tout l'avion. Vous avez dû croiser peut-être des gens comme des pilotes d'essai comme Rosanov, tout ça, justement, qui avaient essayé. Ah bah, c'est des types extraordinaires parce que moi j'ai vu des gens se casser la figure, mais les calculs n'étaient pas faits comme maintenant où quand on met un avion en vol, on va vérifier le domaine de vol qu'on a créé, il allait voir. Bon, Rosanov, ces types-là ne mériteraient pas de mourir comme ça, il faisait sa présentation et ce qu'on appelle le déroulement de trim. Vous savez, c'était l'équilibre du manche. Bon, le mort est par le déroulement de trim, c'est-à-dire il y a une excitation du moteur et là on ne résiste pas, quoi. Bon, bah, il a eu 2 secondes pour se rendre compte que son avion devenait incontrôlable. Mais quelque part, bon, il est mort en plein ciel de gloire, mais il aurait pu vivre plus longtemps. Tous les pilotes décèdent à l'époque et encore maintenant. Maintenant, c'est plus scientifique. Mais à l'époque, ils se mettaient pour voir le domaine de vol, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, vous parliez justement du Mystère 4, vous avez quand même un paquet d'heures dessus, et du planeur, justement, pour le sens de l'air. Et moi, la question que ça me pose, c'est qu'est-ce qu'on a dans la tête quand le moteur de son Mystère 4 s'éteint? Parce qu'il est arrivé une petite anecdote quand même. Et ben, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, d'ailleurs, c'était un jour je dirais presque de gloire pour le vieux chef de patrouille que j'étais. C'était pour le 40e anniversaire du Jaguar à Saint-Dizier. Et là, je pilotais le Mystère 4 qui avait été l'avion qui était l'avion de la base de Saint-Dizier pendant une vingtaine d'années. J'étais entouré justement de Jaguars. Et au moment où on arrivait pour une présentation, c'est-à-dire un virage, un éclatement, j'ai le palier arrière de turbine qui a lâché. Ça fait un bruit mécanique. Alors d'abord, les gens ont gerbé rapidement, surtout le Gus qui était en colonne derrière moi. Ça fait un bruit effroyable. Moi, je connais le cri du Tyrannosaure Rex. C'est une plainte mécanique épouvantable. Sérieux, parce qu'à l'époque, c'était Jurassic Park et ils nous ont vacciné un peu dans les publicités pour rechercher le produit Tyrannosaure Rex. J'ai entendu une plainte effroyable, un bruit épouvantable. Je n'ai même pas regardé le compteur, j'ai dit putain, je suis arrivé. Donc les gens ont gerbé. Bon, je me suis écarté, il y avait 200 000 personnes à Saint-Dizier. Il y avait la foule, etc. Donc je me suis écarté pour m'éjecter, c'est le premier réflexe, puis non. Alors là, c'est pas qu'on est aéro, c'est que... Et là, j'ai pensé que je pouvais ramener l'avion. Donc c'est-à-dire sauver l'avion. Puis en plus, j'avais un village de Saint-Dizier, je ne sais pas, en face, je n'avais pas envie de le lâcher, s'il va y aller n'importe où. Donc, et puis c'est d'abord pas le lâcher, le foutre dans la nature, mais aussi je pensais que je pouvais le ramener, le sauver cet avion. Bon, ça s'est aussi bien passé parce que le Reiter a coincé, il n'y a plus d'hydraulique dans l'avion, et là je remercie le génie de M. Marcel Dassault qui m'avait prévu un secours électrique hydraulique, parce qu'autrement le manche partait en avant, donc on se crachait. J'ai jamais aussi bien piloté de ma vie, parce que j'ai rendu grâce à la qualité des instructeurs qui, à coup de manche sur la tête, m'ont dit la vitesse, et que j'étais au bord du domaine du décrochage piloté, mais j'ai piloté mon avion, j'ai fait une évolution pour revenir sur la piste. J'avais demandé au directeur des vols à contre-QFU, parce que je ne pouvais pas me poser direct, puisque les Jaguars étaient déjà là. J'ai dit, je vais me mettre dans la barrière d'arrêt, même à 162, je m'en fous, l'avion roule, il est dans le filet, il est sauvé, puis moi avec. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça, c'était épouvantable d'ailleurs de sentir un avion qui est en état de vol, et après ça se transforme en une espèce de coffre-fort qui pèse des tonnes et qui vous entraîne avec lui dans sa chute. Ça c'est redoutable. Mais, donc je caressais les filets d'air du mieux que j'ai pu. J'ai pu d'ailleurs passer devant la tribune officielle qui m'ont tous salué en disant ça. Et là je me suis craché. En fait, et heureusement, je me suis pas craché sur la piste parce que j'avais un vario qui était très 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 important. Ça devait être 17-1800 pieds vario, donc l'avion aurait explosé. Mais là, je me suis craché entre le taxiway et la piste. Là, le calcul, Dassault a calculé que j'avais ramassé 30 G à l'impact. Ah ouais. Ah, quand même. Et là, je me suis raté devant les pompiers, pour vous dire que professionnellement, j'étais bien formé. Moi, j'étais bien sonné, mais bon, l'avion était foutu. Mais j'ai dit, ce qu'on m'avait appris à piloter, justement, et le planeur aussi, c'est de savoir piloter un ballon. C'est pas aller là-bas en disant je peux, c'est d'abord regarder la vitesse que vous restituez, la vitesse de vol que vous avez. Avec ça, regardez, sentir la trajectoire jusqu'où vous pouvez aller. C'est toujours valable.
Alors, votre avis justement sur les formations, parce que du coup, ça fait une belle transition. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les pilotes ne sont plus suffisamment formés sur ces fondamentaux-là dans les formations d'aujourd'hui, sur les avions modernes? Un peu du pilotage aux fesses. Un peu. Bon, on va pas engager une polémique, mais... Non, mais sans j'ai polémique, joué les vieux. c'est intéressant Je veux dire, d'échanger je ne là-dessus. veux pas virer les Vous pouvez vieux y aller, qui de toute façon, on de sera mon temps. d'accord avec vous. Non, mais je ne sais pas choisir qui est de mon temps, mais c'est vrai que si vous voulez, moi ce qui m'a tout le temps sauvé dans l'aviation, c'est justement le sens de l'air, le sens de ce que c'est qu'une assiette, une incidence, un pilotage de vitesse. C'est comme aux voitures maintenant, personne ne s'est freiné, il met le pied dedans, normalement ça s'arrange, etc. L'intelligence artificielle, ça permet une sécurité plus grande dans certains domaines, ça permet de se poser. Moi j'ai fait ça à Air Inter et puis après à Air France avec ce qu'on appelle de minima 0,0, 30 pieds de hauteur de décision, etc. Mais quand ça merde, l'intelligence artificielle n'a pas d'émotion. Moi, un cerveau humain, il invente un truc pour se sauver. C'est ce qui m'est arrivé, moi, dans mes crashs. Je me suis crashé 3 fois violemment. À chaque fois, d'abord, mais c'est ce que j'ai appris, c'est que les gens m'apprenaient à tenir une assiette, qu'on appelle, et une vitesse. Et que la vitesse, c'était l'élément primordial. Et maintenant, les choses, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas faire un cours, mais les vieux avions, c'est comme votre voiture. Je veux dire, vous avez votre volant, vous savez qu'il est au nœud de votre volant. Ouais. Si vous êtes sur une route la nuit, vous perdez les phares, vous allez dire, putain, je garde mon volant au neutre et je freine. Si vous avez un joystick pour vous donner des éléments, vous ne savez pas ce que vous mettez dedans. Et si vous avez en plus un ordinateur qui, lui, a des palpeurs sur les roues qui vous dit trucs comme ça, vous êtes perdu. Je ne veux pas dire que les avions maintenant sont moins bons, c'est qu'un manche à balai, plein piqué, plein cabré. Là, c'est un joystick. Et l'ordinateur ne fait pas forcément ce que vous voulez, le calculateur, parce que si l'information qu'on lui donne est fausse, en particulier un faux de vitesse, il s'en fout, lui. Il va continuer à protéger le domaine de l'avion, qui est une chose extraordinaire maintenant, mais à côté de la plaque, et l'avion va tomber ou le pilote ne comprend plus. Ouais. Et alors c'est vrai qu'on remet les pilotes, les jeunes pilotes, on leur refait faire de la voltige, on leur refait faire du planeur, parce qu'il y a des choses qui sont incontournables, c'est la perception de la vue et les manœuvres à faire que le cerveau va intégrer. Ouais. Et on y revient, mais c'est vrai qu'à un moment, on déléguait tout, si vous voulez, c'est vachement pratique, parce que vous êtes coupé de la peur, en fait, quelque part. Il faut de l'émotion quand vous êtes en avion. Et c'est la peur, mais la bonne peur, je veux dire, l'adrénaline qui a vous sauvé. Moi, je voyais les derniers copilotes qui arrivaient avec moi, qui étaient avec brillants, qui étaient des super ingénieurs, etc., mais qui arrivaient comme faire du travail de bureau, tellement c'est bien. C'est-à-dire, on acquiert un sentiment de sécurité pratiquement total, alors qu'il faut quand même être préparé. Moi, à chaque fois que je lâchais les freins, que ce soit avec mon Mirage ou que ce soit avec mon avion Niche, je me préparais si le rail torpède était à tel endroit dans ma tête. Alors que, bon, au bout d'un moment, c'est la routine. Et les derniers, ce qui sont arrivés, si vous voulez, je crois que le Rio Paris, c'est une injustice aussi pour les ingénieurs et pour les pilotes, c'est que là, pendant 4 minutes, les gars n'ont plus rien compris. Ouais. Mais on peut en discuter là-dessus. Et nous, quand les vieux machins qu'on était, quand on a eu l'Airbus, on a dit, on veut un incidence mètre. L'incidence mètre, c'est le juge de paix sur l'état de vol d'un avion, sur ce qu'on appelle la polaire de l'aile. L'incidence, c'est là où on vole pas, où on décroche. Et on avait un horizon artificiel ancien, qui était celui du Fouguer. Peut-être que les gars, s'ils avaient eu ça, ils seraient revenus à des choses anciennes. Alors que vous avez une pléthore d'instruments, maintenant c'est comme vos petits avions de voiture, il faut faire une qualif, ça vous dit tout, sauf l'élément essentiel quand ça ne vole plus. Bon, maintenant, moi, je m'engage que moi à dire ça, et j'accepte les contradictions là-dessus. Mais c'est vrai que les vieux avions que j'ai faits m'ont aidé dans des circonstances difficiles à m'en sortir, à avoir le geste juste, en fait. Ok. Donc en fait, c'est on gommait à tort ce côté humain qui maintient quelque part en vie en cas de situation dégradée. Écoutez, si vous faites... moi, j'ai des vieilles voitures de course anciennes. Hein, ça veut dire qu'il n'y a aucune assistance. Bon, c'est des vrais casse-gueules maintenant, on va dire, classer de voitures dangereuses. Mais si vous faites 25 tours avec, vous savez que si un jour vous avez un pépin, vous allez savoir dans le domaine de la voiture. Sur la neige, c'est pareil, vous prenez maintenant des voitures, il y a les ESP, les machins, les antidérapages, les trucs, la passivité, c'est pas où être tout seul, vous sentez plus rien. Je dirais même, vous arrivez dans un virage à trop de vitesse, vous sentez plus rien, sauf si vous avez... Voilà ce que je veux dire. Donc, il faut que ça s'apprenne, il y a de la sensation. Une voiture où vous avez, avec votre visuel, vous savez que vous allez rentrer trop vite dans un virage, même si vous avez une 4 roues motrices, parce que vous l'avez appris, vous l'avez pris. Moi, mon frère, qui est l'équivalent, lui, il a fait des courses automobiles, il a été champion, etc. Il vend des super voitures et il oblige ses clients, s'il y a une Porsche ou une Ferrari, enfin des voitures de haut niveau, de faire 2 séries de 20 tours sur un circuit pour sentir le domaine, parce qu'on ne le sent plus. Ça vous coupe de la réalité. Alors c'est vrai que vous n'avez plus peur, les gens qui montent dans l'avion maintenant, la navigation, nous, dans le temps, c'était la peur de se perdre. Franchement, moi je rêvais maintenant d'un GPS, là, le trouille que j'ai eu de rentrer avec des réservoirs où sur le pétrole que j'avais au parquet, on les envoyait le terrain. Par contre, on ne sait plus où on va, le GPS pendant pas, on ne sait même plus où on va, il n'y a plus d'orientation. Ce que veut dire, le bien, il y a toujours un côté négatif qui arrive avec.
Ouais. Ouais, Et surtout l'aviation, on ne peut pas se couper du sens de l'air, quoi. Ouais. Il y a toujours un équilibre du yin et du yang, comme on dit, même dans ce domaine-là. Vous savez, l'aviation, c'est le geste juste. Dans une situation prévue, déjà que vous êtes entraîné, et dans une situation non prévue, où vous savoir que ce qu'il faut passer sur le dos, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est de l'entraînement. Moi, quand j'ai commencé, c'était... Bon, j'ai commencé élève pilote, le T6, c'était quand même un avion un peu impressionnant, et il y avait des échanges de pilotes. Et moi, j'étais formé par un pilote de l'aéronaval. Alors, ils ne sont pas meilleurs que nous, puisque c'est nous qui les formons. C'est déjà la polémique entre l'aéronaval et les pilotes. Allez hop, ça c'est fait. Et ça passe pour ça. Et ce type, il s'appelait Mao, c'était un type qui avait... Alors, regardez, il avait fait la de Chine, il avait fait du Corsair, il avait fait de l'embarqué, il avait évidemment une combinaison de vol de marine parmi les aviateurs, il avait un casque particulier, c'était du Top Gun avant l'heure. Et moi, quand je le voyais arriver, c'était Dieu qui passait, quoi. Et ce type a plus de manche sur la tête, il m'a dit, là, ta vitesse, ton badin. Et je peux vous dire que les 3 crashs vraiment que j'ai eu, pas de moteur, c'était ça que j'avais dans la tête. Ta vitesse, c'est ne décroche pas. Il vaut mieux se cracher et piloter que de te décrocher à 50 pieds et puis te faire un grand trou et mort dedans, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça fait un peu drôle ce que je dis, mais c'est vrai aussi. Non, mais oui, nous c'est pareil. En voiture, c'est pareil. Si vous essayez la dernière Ferrari, là, et que vous mettez le pied dedans, en 200 mètres, vous êtes à 400 à 300 km/h et il freine pour vous, le jour il freine pas, vous êtes qui, quoi. Ouais, c'est Je sûr. ne crédite pas Ferrari. Hein. Non. Donc, en fait, vous faites des courses de voiture, vous continuez de faire de la voltige, c'est bien ça? Oui. Comment est-ce que vous arrivez à vous maintenir en forme? Parce que ça peut justement, être aussi grâce une à question. ça. On est dans une société où on est hacké de partout. Si vous n'avez pas pris vos pilules le matin, si vous n'avez pas... bon, bref, on est dans une inquiétude incroyable et votre cerveau, vous êtes dans un stress. Je me posais la question, je lui donne ma réponse à moi. Je me lève le matin, comme tout le monde, de temps en temps, j'ai mal partout. Parce qu'à l'âge que j'ai, on a des petites douleurs. Les crashs que j'ai eus, j'ai 4 vertèbres de pété, je fais avec, etc. Mais si vous avez une motivation qui correspond à un plaisir, bon, ça peut être jouer de l'accordéon, ça peut être une collection de timbres, ça peut être amoureux. D'ailleurs, c'est être amoureux de tout ce qu'on peut. Ouais. La mécanique se met en route. Moi, j'ai vu mon cerveau se remettre en route et passer de... Enfin, c'est putain, mal partout, fait chier, enfin, une espèce de déprime, du négatif au positif. Et si je suis en forme, c'est que je vais le matin quand je dis bon, je vais voler à tel endroit, je pars en meeting, j'ai un petit stress parce qu'il y a des moments, je dis putain, pas de bord, c'est la société qui me renvoie des tas de phrases négatives en disant à ton âge, tu devrais faire autre chose et compter l'étape, alors que c'est ça qui me garde en forme. Ouais, voilà. D'accord. Non, mais j'invente rien. Les gens, bon, d'abord, on a des dispositions, c'est sûr qu'il y a une égalité, il y a des gens qui naissent bien, ils sont bien aimés, etc. Le programme, je dirais, de base, c'est plus facile de débugger un programme informatique que de débugger toutes les merdes et les peurs qu'on nous a mis au compte nous-mêmes. Hein. Ah oui, c'est sûr. Tous les bonnes phrases qu'on se donne, vous voyez, au cas où. Mais j'ai la patate parce que je veux dire, quand je me lève au bout d'un moment, moi je me rappelle quand je prends encore mon uniforme ou je me fous dans ma combinaison de vol ou quand je prenais encore mon antigé, je sais ce que c'est que je rentrais dans ma personnalité ou dans mon énergie qui était la bonne. Ouais. Chevalier qui y allait, quoi. Je veux dire, bon, pour casser la gueule aux gens, mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, la dernière fois que j'ai mis mon antigé pour faire du rafale, putain, mais j'ai l'impression qu'il y avait 3 neurones qui s'allumaient. J'avais plus mal nulle part, quoi. Ouais, c'est d'accord. Alors, justement, on parlait d'équipement de combinaison anti-G et il y a Bernard Touanel qui pose une question particulière. Mon colonel vénéré, pourrais-tu nous raconter comment tu t'es retrouvé accidentellement à piloter un Super Mystère B2 en jean basket? C'est classé confidentiel défense. Non, je vais vous raconter quand même. Je vais vous raconter. Parce que, bon, la période où j'étais, c'était la guerre froide. De Gaulle avait dit aux Russes, si vous venez nous bombarder, nous, dans la foulée, le temps que vous arriviez à Paris, nous, on vous transforme en caramel, malheureusement, Moscou, tout ça, etc. Et c'était dit une différence de maintenant, on ne vivrait plus comme ça maintenant, tout allait. Mais nous, à l'époque, on était prêts H24. Ouais. H24 a décollé. Je veux dire que dans les temps d'alerte tout le temps, il y a des groupes. Et je me rappelle, j'étais d'alerte sur la base. J'étais même pas prévu pour le vol, mais bon, il y a eu une alerte, je dirais, grave. Et en fait, j'étais quasiment en pyjama avec mes baskets, etc. Et puis comme c'était, allez hop, dans l'avion. Et puis à l'époque, on savait pas si c'était pour de bon ou pas. Donc, il fallait y aller, quoi. Hein, alors, et le problème, c'est que on m'a dérouté. C'était de Creil, c'était de l'autre base qui était Reims. Et bon, j'ai le commandant de la base qui va arriver un pilote qui était dérouté, qui venait de faire une manœuvre, une alerte, etc. Et j'étais en toute chambre, quoi. Voilà, quoi. Donc j'ai expliqué, quoi. Alors il m'a dit, ouais, mais t'avais pas tes équipements, etc. Si, j'avais mon masque à oxygène, mon casque et tout, le reste, ça suivait. Hein.
Oui, voilà. Après. Voilà. Et comme on parle de la sécurité maintenant, si vous voulez, peut-être que maintenant, on me mettrait une sanction parce que j'avais pas l'équipement réglementaire. Par contre, les priorités un peu à l'époque, c'était, bon, si j'avais C'était fallu d'y y aller, aller quoi. pour taper sur... voilà, quoi. Ouais. C'est d'y aller. C'est vrai que maintenant, il y a tout un équipement Bon, ça va de coûter survie. cher à Toinette, ça, là, de dévoiler des secrets militaires. Là. D'accord. C'est vrai que c'était une période. La Ah, mais guerre c'était froide, très là. différent. C'était, On était tous les 2-3 fois par mois, on nous ramassait à 4 h du matin, alors les cars, les machins, alerte, toi, on décollait. Je me rappelle, des décollages de Mirage, putain, 4 h du matin, vous aviez la pressurisation qui vous balançait des trucs, enfin, on y allait. Là, l'instinct jouait beaucoup, quoi. Ouais. Ouais. Et on se cassait pas les figures, parce que moi, je me rappelle un décollage de la pressurisation, je sais pas, il y avait des militaires dans la route pendant toute la mise en vitesse. J'avais du brouillard dans les yeux, que je voyais pas le tableau de bord, bon, mais par réflexe, on savait faire, quoi. Ouais. Il y Faut avait dire qu'on une était meilleurs, mais on nous permettait, si vous voulez, ce genre de dépassement de limite, quoi. certaine- Les départs comme ça, pour en pleine guerre froide, vous deviez avoir une certaine angoisse quand même, non? Ou comment ça se... Eh ben, non, alors je vais même vous dire, parce que nous, on n'avait pas le ticket de retour, on n'avait pas de problème métaphysique, en fait. Hein. C'est qu'on savait que si on D'accord, devait y aller, on rentrait pas ou on rentrait à pied, quoi. Bon, et je me disais, si justement je rentre à pied là-bas, parce que bon, ben, j'ai plus de pétrole, j'avais appris quelques mots de russe, pour dire, il y a bien avoir une petite russe, on ne sait jamais, mais c'est séduction G, pilote de chasse, hein, qui n'aime pas Staline. Karacho, pilote Samoyot Francuski, d'abord, c'était pilote Samoyot, un petit pilote français. Et puis je suis retourné en Russie avec des yaks, grâce à la Ferté-Alais, avec des yaks d'époque, pour le 100e anniversaire de la marine russe, là, il y a 13 ans maintenant, c'était en 2012. On est allé en Russie, on est allé donc dans les bases, et j'ai survolé Moscou. Comme si on m'avait laissé survoler Paris, de la porte d'Orléans, la porte de la Chapelle. J'étais à Saint-Sampé, bon, escorté par des avions russes. Et là, j'ai vu la ville. L'émotion qui me montait, j'ai dit heureusement que putain, on n'a pas balancé le bombe là-dessus, quoi. Ouais. Il y a des choses qui reviennent de l'époque. J'ai dit heureusement qu'il n'y a pas un connard qui nous a envoyé. Voilà. C'était magnifique. ouais. Alors, l'accueil, alors les Russes, c'est le politique qui rend les gens mauvais. J'étais militaire. Bon, c'est le politique qui rend les gens, qui transforme les gens en assassins, etc. Le politique commande les armes. Bon, pour son. Bon, les choses qui se méritent peut-être aussi, mais le militaire, lui, on a une structure de valeur, on a une honnêteté par rapport à notre mission. Donc, bah, voilà, nous, on sert les armes, et des fois, de temps en temps, il nous faut faire des choses qui ne sont pas terribles, quoi. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai du pot, j'ai du pot, oui, parce que, bon, à chaque fois, ça s'est arrêté avant que je balance de l'armement. Ouais. Par contre, on a fait des bonnes manœuvres avec les Américains, les Anglais, les Russes, les Belges, on se faisait des bonnes mamas, là. Alors, au lieu de tirer, bon, pour de bon, on filmait nos combats, et c'était encore le combat canon. C'était encore le combat, je dirais, qui est hérité de 39-40. Alors que maintenant, bon, j'ai vu l'avènement des missiles. Hein, bon, les missiles, on balance un missile à 100 de titre, le mec il la prend plein de poids, il ne sait pas compris ce qui arrive. Et c'est, comme vous parliez des évolutions des choses, bon, c'est un peu maintenant impersonnel, c'est un peu différent, quoi. Je peux pas Et dire que c'est alors, mieux, à cette époque-là, vous étiez meilleur alors que les Américains ou les Belges, non? je n'ai pas entendu, on était plusieurs. En combat aérien, là, contre les Américains, les On Belges, était très très l'exercice. bons, là. On était vachement bons, nous. Ah, Nous, on ouais. était héritiers de la bataille d'Angleterre, là. Moi, j'étais formé d'ailleurs par un pilote qui est encore pilote de Spit. Et le combat aérien, c'est une science, c'est une discipline, c'est un art, quoi. Hein. Vous faites du karaté, vous faites des arts martiaux. Il y a une manière de piloter son avion, de savoir restituer l'énergie, de la conserver. Puis il y a des bottes secrètes. Enfin, je veux dire, bon, 2-3 manœuvres. Moi, le Mirage 3 je m'étais bien senti dans cet avion, alors que c'était un des premiers Delta et qui avait des domaines de vol un peu différents. Et c'était peut-être le seul talent que j'avais. Je veux dire, quelque part, c'est dans le combat aérien, c'est. Bon, c'était là, c'est pas degré. Un jour, Marcel Dassault m'avait dit, mais monsieur Krill, c'est un des pilotes qui avait piloté nos avions dans des domaines de vol qu'on n'avait pas calculés. Ah, C'était bien pour les ingénieurs. J'ai vu 2 catégories de personnes, ceux qui disaient, bon, ils se sont fendus la gueule parce qu'ils savaient que j'étais un bon manœuvrier, puis l'autre qui disait, oui, bon, le règlement, il faudrait faire un règlement spécial pour ce gars-là, quoi. Mais je veux dire, mais si c'était vraiment en temps de guerre, bon, il faut y aller, quoi. Bah oui, c'est ça. Tous nos as de guerre, c'était des. Dépasser les limites, c'était quoi. ok. Alors, il y a encore une réaction de Bernard Toinel qui nous parle brièvement d'automne 75, d'une mission nocturne en plastron Mimosa sur Mirage 3C. Ah, vous avez vu des objets volants non identifiés? Ah, et voilà, il nous a dit 10e escadre de C'est ça, chasse ouais. près de la Belgique. Ouais, bah d'ailleurs, c'est un peu grâce à lui, parce qu'un jour, je le vois, il était patron à VSD, enfin, il dit, ça y est, je suis spécialiste de la chose aéronautique à VSD, et je fais une enquête sur les ovnis. Ah bah, j'ai dit, c'est marrant, moi, j'ai une histoire que j'ai gardée de mon côté, et qu'effectivement, bon, bah, c'est une sacrée histoire, ça,
C'est assez étonnant en plus. Bon, bref, on était en manœuvre de nuit, on s'entraînait en Mirage 3 et 3 fois de suite, on a vu un truc qui est venu s'approcher de nous, nous regarder de près. Chaque fois qu'on le chassait, ça disparaissait à la vitesse au-delà de l'éclair. Donc, même encore maintenant, en tant que pilote, je ne sais pas si on est capable de fabriquer déjà des choses qui ont ce genre de mobilité. Et quand on s'est posé, comme c'était la guerre froide, on a dit, bon, le contrôleur était déjà reparti, il dit, on attendra bien demain matin. On attendra bien demain matin si on nous demande quelque chose, parce que là, à tous les coups, c'est le psy ou si on va au trou au secret. Non, mais c'est un peu ça, c'est un peu l'ambiance. Ouais. Alors qu'après, si vous voulez, bon, bah, il y a une évolution de l'esprit pour les chefs d'état-major d'armée d'air. Ce sont quand même des gens qui sont responsables de l'intégrité du ciel, de la police du ciel. Et moi, j'avais discuté un jour avec un chef d'état-major, je lui ai dit, écoute, il y a des choses qui se baladent, on le sait. On le sait. Il y a des choses qui se baladent qui correspondent à rien de ce qu'on connaît. Laisse tes pilotes te raconter ça, on met ça dans un coin, puis après, on voit entrer les patates, quoi. Alors, et c'est aussi une chose qui a été utilisée. Les Américains sont très manœuvriers là-dessus, très manipulateurs, quand ça les arrange. Oh là là, il ne faut pas aller là parce que il faut faire une menace pour calmer les gens. Puis quand ça les dérange, ça n'existe pas. Et c'est toujours, ça reste une histoire étonnante parce que, comme je dis, on a 2 hémisphères cérébraux. Il y en a qui a la tête dans les étoiles, l'autre cul dans les ronces. Ça, c'est l'histoire d'aviateur. Ça veut dire qu'on peut penser tout et son contraire. C'est comme la mécanique quantique, c'est comme l'énergie. Le bien attire le mal, du mal sort le bien. Et une énergie, c'est le yin et le yang des Japonais, quoi. Et cette histoire d'OVNI, c'est les deux extrêmes. Il y a des gens qui vont y croire, ça va être une réponse à leur peur. Quelqu'un d'autre, c'est la manifestation d'un esprit supérieur qui va nous amener l'amour, enfin tout ça. Ou ça peut être l'autre, c'est que ça va être des destructifs qui vont nous transformer en chair à pâté, voilà. Et les discussions sont assez violentes de temps en temps. Puis il y a une manipulation là-dessus qui est redoutable. Le témoignage humain, c'est jamais qu'un témoignage. Ouais. Le cerveau peut se refaire avec une conviction incroyable, peut se refaire l'histoire. Parce que si, il y a un moment, on passait devant la télé, je peux vous dire, bon, alors, il y avait recrudescence, tout le monde avait des ovnis, c'est vachement sympa. Et puis de temps en temps, il y a des choses qui demeurent. Moi, je reste dans une expectative en disant, bon, tant que j'ai pas une belle... C'est très drôle d'ailleurs, parce que j'avais un moment, j'avais un journaliste qui m'avait kikiné, j'avais dit, écoute, la deuxième fois que j'ai approché de ce truc, j'ai vu à l'intérieur. Alors, je crois que c'était, peut-être j'ai fait ça, il avait une lumière extraordinaire. Et le petit journaliste, il était content parce que j'ai dit, je donne un secret que je n'ai jamais dit. J'ai vu une femme apparaître derrière le hublot. Elle était bleue et elle avait des seins superbes. Bon, alors j'ai dit, heureusement que c'est pas maintenant que le mec écrit ça, je ferai un buzz pendant 15 jours là. On dirait que les pilotes de chasse, on va se pencher. Mais ce que je veux dire, c'est que 2 ans après, il y avait un film qui sortait avec, comment ça s'appelle, X-Men, où il y avait un personnage de femme dans ce film qui se transformait et qui était bleu, magnifique. Ah oui, est-ce que je me dis, est-ce que j'ai eu un petit ton qui me vient de l'espace ou j'ai un petit neurone qui a connecté en disant, tiens, ça existe? Ouais. Alors, sans rentrer évidemment dans le débat des ovnis ou pas des ovnis, quand vous avez vu cet objet-là, le pilote que vous êtes, qui a été formé, à qui on a enseigné justement l'aéronautique, les règles, comment un objet arrive à se maintenir dans l'air, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on se dit? Vous n'étiez pas seul en plus. Oui, en plus. Alors l'intérêt du témoignage, parce que tout ce qu'on a, c'est que des témoignages en gros. Mais l'intérêt, c'est qu'on était 2, dans 2 avions différents. Et moi, j'étais avec un autre pilote qui était un grand balèze, qui ressemblait à Jacques Santi, machin, et son surnom, c'était l'enclume. Ça voulait dire que quelque part dans cette structure, on avait tous des petits surnoms. Ça veut dire que ces structures, il ne fallait pas me la faire, quoi. Bon, voilà. Déjà, ça veut dire que c'était pas un mec qui était, oh mon Dieu. Et surtout, alors, en gros, c'est que, bon, on était en train de s'entraîner à faire des rassemblements de nuit, qui était un bel exercice à l'époque avec les petits radars qu'on avait sur le Mirage. Et moi, je vois un objet volant lumineux qui était dans mes 10 heures, donc j'appelle le contrôle. Parce qu'on était dans une zone, je dirais, privée, réservée pour s'entraîner tranquillement. Et le contrôleur me dit, moi, je vois plein de contacts autour de vous, mais ça, je ne le vois pas. Bon, alors j'insiste. Bon, alors le mec s'oxygène précieux, machin, il a des visions. Puis là, mon pote arrive. Et je dis, tu vois ce que je vois? Bah, il dit, oui, là, il y a un avion de ligne. Enfin, on pensait que c'était un avion de ligne parce que c'était des hublots éclairés. Quoi. Et puis la nuit, c'est très, très compliqué. C'est que on n'a pas de notion de volume. On n'a pas de notion de vitesse et de vitesse de rapprochement et de distance. Donc c'est un peu casse-gueule. Mais je veux dire, bon, le contrôleur nous dit, moi je vois rien, j'ai pas, bon, on va dessus. Là, on fait la police du ciel. On revenait dans notre travail de police du ciel. Donc, et on arrive. Il y a une distance que, bon, j'évalue parce que peut-être 200 mètres, ou une distance qui semblait menaçante pour ce truc-là. Il dégage la vitesse de l'éclair, quoi. On est resté planté. Alors, ce qui est très drôle, le cerveau vous balance des images, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Tintin, les 2 Dupont, ils sont dans leur Jeep dans le désert, ils sont doublés par la voiture de Victor Miller qui passe plein pot. Ouais.
Bon, je ne sais pas vous rappeler l'image. Bon, enfin bref, il y a un des Dupont qui descend en disant pourquoi on est arrêté, quoi. Je veux dire, c'est ce qui m'est venu dans mon avion. Sur place, alors qu'on était quand même à bonne vitesse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était étonnant. Bien sûr. Bon, ben, on arrête. On reprend le contrôleur, ben, disons, moi, j'ai plus rien. Bon, ben, on reprend notre entraînement. Et là, moi, j'étais chasseur sur ce coup. Et pareil, ça réapparaît. Ça réapparaît comme un troisième avion qui observerait ce qu'on faisait. Un peu, mais c'est un travail de pilote de chasse qu'on appelle être sur la perche. Et on regarde ce qui se passe en bas. Alors pareil, mon dialogue avec le contrôleur, j'ai pas de contrôle, j'ai pas de machin. Alors bon, on y va plein pot. Puis là, je peux vous dire, on y va. Là, c'était le cap collision. Alors, l'état d'esprit, c'est de l'excitation, c'est pas de la peur. C'était, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? La peur, elle sera peut-être venue après, quoi. Et on y va. Alors bon, par rapport à d'autres observations, on n'a pas été brouillé. Bon, le radar, on l'a vu, etc. Mais pareil, on fonce dessus. Là, on s'approche assez près et ça dégage. Et ça dégage. Et ça a duré 3 fois. Puis après, ben, on n'a plus de pétrole. On arrête, quoi. Bon, on se rassemble, on rentre, on se pose. Là, normalement, après une mission comme ça, on devait débriefer avec le contrôleur au téléphone parce que lors de la mission, bon, il était déjà parti parce que peut-être le gars, il avait peut-être un problème avec déjà 11 heures du soir, un problème avec je sais pas. Et là, on se dit, bon, ben, on verra bien demain matin ce que c'est qui se passe. Et c'est grâce à Toinette, d'ailleurs, qu'on a relancé l'histoire, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Pour moi, j'aurais peut-être gardé ça. Mais j'ai plein d'autres. Bon, il y a plein de gens qui ont vu des choses assez importantes, mais j'ai 2 autres pilotes de chasse que je connais bien. Ça les agace, parce qu'il y a toujours des super intellectuels qui ont toujours une réponse à tout. J'ai peut-être entendu 2 millions d'explications possibles. Puis il y en a peut-être des valables dedans. Maintenant, bon, voilà. C'est la seule expérience comme ça que vous avez eue? Non, j'ai eu d'autres observations qui avaient été rapportées d'ailleurs par des tas de gens, qui avaient pas mais qui avaient rapporté ça dans des gendarmeries. C'était 7 ou 8 points lumineux qui avaient traversé comme la patrouille de France. Bon, mais c'était pas elle, puisque bon, elle était ailleurs, et puis ça traversait tout l'univers. Mais alors c'était vraiment, c'était cohérent. Imaginez la patrouille de France qui arrive avec ses 9 avions, et puis avec les phares. Alors on voyait en fait que c'est ces 9 points lumineux avec des traînées des lumières assez étonnantes. D'accord. Voilà. Non, puis d'autres aussi. Mais bon, après, on peut dire qu'il y a des phénomènes aussi. Puis il faut aussi, je disais, être très prudent vis-à-vis de son cerveau, qui se refait une histoire. Et si vous êtes passionné de ça, vous allez avoir une logique, à travers des éléments, de créer une réalité. Voilà. Bah c'est la fonction même du cerveau. Hein. D'ailleurs, on ne sait que 10% de sa manière de fonctionner, encore aujourd'hui. Non, puis après c'est quand même étonnant qu'on soit, je veux dire, après, avec les progrès scientifiques, qu'on soit la seule conscience. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que la conscience peut se manifester d'une manière différente. Elle est avec 2 jambes et 2 bras, mais elle peut très bien être une autre manifestation d'énergie. Vous êtes consciente. Enfin, je veux dire, on peut tout faire. Tout a été dit, tout est redit et contradictoire. Alors, il y a des gens pour qui c'est une réponse, des autres pour qui c'est une peur supplémentaire. Et les gouvernements, de temps en temps, en font une menace. Les Américains sont très forts là-dessus, pour foutre la trouille, quand ça les arrange. Tu sais, vous voulez gouverner un peuple, vous lui mettez une menace interne ou externe, et vous dites, moi, je vais vous sauver la vie. Ça marche bien aussi. Ah oui. C'est intéressant, parce que moi, ça me marque particulièrement, parce que j'ai vu aussi quelque chose, parce que j'habite dans le Nord, à Douai, j'habitais à côté de Douai, dans le Nord. Et j'ai vu par ma fenêtre, j'étais adolescent dans les années 80, j'ai vu par ma fenêtre un truc bizarre aussi. Oui, qui ne correspond pas à nos connaissances logiques, c'est tout à fait vrai. Voilà, donc j'avais déjà une notion aéronautique, je n'étais pas encore pilote, mais j'avais une notion de comment l'avion évolue quand même en l'air. Je suis allé voir dehors, j'ai rien vu, le truc était parti. Par contre, j'ai entendu 2 mirages arriver de Cambrai, en fait, et partir dans la direction de la chose, quoi. C'était assez bizarre, donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être... Bon, on peut quelque chose. Mais il y a une chose, c'est que la question reste posée. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Si on veut rester... On a parlé de pilote de chasse, là, puis là, je vois que c'est bientôt 45. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un peu de votre expérience en ligne? Qu'est-ce que ça a changé dans votre approche des choses? De passer de monopilote, quelque part, à un avion de ligne qui change justement ses manières de travailler. Ah oui. Et bienvenue en même temps à Air France Virtuel et à Konix qui viennent d'arriver. Oui. Ben, d'abord, c'est pas le même métier. Pas le même métier. D'un côté, vous êtes un guerrier, ça m'allait bien. Puis après, si vous voulez, moi, j'ai quitté parce que, bon, j'ai vraiment... L'armée d'air m'a bien soigné. Je veux dire, elle m'a bien utilisé. Enfin, ça me donnait ce que j'avais envie de faire et j'ai donné mon excellent. Mais si vous voulez, après, vous prenez des commandements
qui est très bien, hein, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de prendre la manche, comme on disait, c'était de cul dans un avion. Bon, alors, à un moment, j'ai décidé que j'avais encore 2-3 belles années comme escadrille ou comme joint ops, etc., opérationnel. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de foutre mes fesses dans un avion pour faire des missions. Bon, puis après, bon, vous rentrez à l'état-major, c'est plus le même métier. Et moi, je disais, moi, je continue à piloter. Donc, à l'époque, j'ai passé mes examens, et puis c'était difficile, mais bon, je suis rentré à Air France. Moi, je suis rentré à Air Inter. Et Air Inter, c'était vachement sympa parce que c'était presque la manière dont ça fonctionnait. Air Inter, c'était 5 minutes, 5 pièces. C'était les premiers à avoir fait du court courrier. Et c'était parce que l'escadrille de chasse, ça fonctionnait un peu comme ça, parce qu'il y avait beaucoup d'anciens militaires. Et il y avait une souplesse si vous voulez, dans les équipages, dans se partager les avions. Par exemple, moi, j'arrivais à Orly, j'avais mon avion en panne, j'allais voir le copain d'à côté. Il dit, toi, tu pars dans 1 heure, donc tu as le temps de réparer le mien. Moi, je pars dans une demi-heure, je te pique ton avion. Enfin, je veux dire, c'était opérationnel, je dirais, comme commandant d'escadre, quoi. Et puis alors j'ai piloté des avions sympas, des Fokker 27, des Caravelles, qui étaient vraiment des avions super, des différents modèles. Alors le Mercure, qui, comme je dis toujours, c'était le seul avion de chasse avec transport passager. À l'époque, comme Air Inter, c'était de gagner du temps, en temps de vol, c'était un avion assez fabuleux, c'est un avion de pilote, quoi. Alors le confort passager, pas trop, les hôtesses, pas trop non plus, mais enfin, on faisait un compromis. Et souvent aussi Air Inter, notre savoir-faire, notre fierté, c'était si on partait 3 jours avec 14 ou 15 étapes qui étaient programmées, mettons, pour 15 heures, on économisait des fois 2 heures sur les 15 heures. Quoi. On connaissait 2-3 tonnes de pétrole, on savait faire. Enfin, c'était le contraire un peu de maintenant où on est. Donc, voilà. Et on arrivait aussi à se poser à des minima qui étaient assez solides. D'ailleurs, c'est Air Inter qui a lancé l'atterrissage tout temps, ce qu'on appelle l'atterrissage tout temps, qui a inventé ça sur les Caravelles. Donc, on était, je dirais, des aviateurs un peu à l'ancienne. Ouais. Et c'est nous qui jugions si on allait voir, si on se posait pas ou si on mettait les gaz. Donc ça, c'était très chouette. Puis après, comme j'ai dit aux gamins, ne vous découragez jamais. J'ai passé le concours d'Air France en 71, j'y suis rentré 25 ans après. Ouais. Parce qu'il y a eu la fusion, alors qu'ils Air France avait son style, hein, ils m'ont fait pas arrêter longtemps. Je suis rentré à Air Inter, j'étais content. Puis je serais bien resté à Air Inter aussi dans le style de travail. Mais 25 ans après, il y a une fusion comme il y a eu UTA, je suis rentré à Air France. Donc je dis aux jeunes, ne vous découragez jamais, jamais. Pensez-y, ça peut marcher. Donc, et alors, je me permets, je suis critique amical, c'est que à Air Inter, j'étais un pilote rapide au coup d'œil sûr, et à Air France, je suis devenu un pilote précipité. C'est-à-dire qu'Air France, c'était un peu le côté, les éléments, il fallait être très, très cadré. Voilà, bon, c'est une autre culture. Ouais. Mais les pilotes d'Air France, c'est tous des bons mecs, hein, je veux dire, ils vont bien. Ouais. Par contre, l'appréhension du vol est un peu différente. C'est un peu plus peinard, quoi. Quand vous prenez du long courrier avant pour préparer votre vol en super constellation pour aller aux États-Unis, ça demandait 2 à 3 ans de préparation. Maintenant, vous arrivez, c'est fabuleux, quoi. Vous avez sur votre ordinateur, vous avez les vents, la température, le machin, le bazar, le bidule. C'est pas, vous gérez maintenant un système. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Mais quand le système, il y a des moments. Ouais, je me rappelle au début avec notre Airbus. Bon, j'étais instructeur et je disais au gars, bon, maintenant, tu as une panne moteur, là, on vient, puis il y a un train, pas hydraulique, etc. Tu peux te dérouter où, tu peux te poser, combien il faut de pistes, longueur de piste pour te poser l'atterrissage. Non, ton truc, il est cassé, là. Là, ça aussi, là, t'as plus rien. T'as plus rien. Ben, je dis, putain, depuis le temps il y a 1 an que tu es sur l'avion, tu sais qu'à la masse, si on est, il nous faut 1,6 km pour se poser, tu mets 300 mètres de plus s'il y a de la flotte. Là, on bouffe, je sais plus, 10 tonnes à la minute, ou enfin, 10 kilos à la minute, tu vas avoir bouffé 2 tonnes. Tu devrais te savoir ces trucs de masse, ça, c'est des trucs cohérents. D'ailleurs, qui permettaient de voir que de temps en temps, la machine nous foutait des trucs à la con si on rentrait un mauvais chose. Alors que maintenant, voilà. C'est un peu, je dis, comme on a même plus de carte dans la voiture, on va voir la grand-mère à 200 bornes, il y a des travaux, le GPS est en panne, on ne sait plus où on est. Ouais. On n'a pas le même travail intellectuel, c'est pas la même orientation dans l'espace. Ouais. Alors l'intérêt aussi, quand vous êtes parti avec vos voitures, vous mettez sur le côté de la rue, en avion, ça a tendance à retomber sans vous. Quoi. Ouais. Ok. Donc, non, mais je dis parce que je vois le Mercure, c'était un avion construit par Dassault. Ah ouais, c'était un super avion. Ben, il avait des ailes, les ailes, c'était parce que les ailes du Mystère 4, et c'était un avion rapide. C'était très bien conçu. Alors d'abord, ça basculait un moment si on fait une autre série de Mercure où ça fait l'Airbus. Mais la formule était très chouette. Ouais. Et d'ailleurs, encore Bernard Touanel qui parle de tonneaux barriqués en Dassault Mercure. Mais là, il déconne complètement. Justement, mais le domaine de vol de l'avion, il n'y a aucun problème. Oui. On parlait justement de la vision de l'aviation d'aujourd'hui. On entend beaucoup en ce moment l'aviation bashing pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Tout ce qui existe a le droit d'exister.
et ça peut servir. Mais c'est l'excès qui est idiot. Là, actuellement, on est en train de renier toutes les valeurs, beaucoup de valeurs, et on part dans un excès pour un autre. Bon, et puis avec comment dirais-je, chez le discours politique, c'est des mensonges. On se met sur un détail. Quand on entend dire que l'aviation, c'est, je sais pas, mettons, 250 tonnes de pétrole, disons de gaz carbonique, on va dire, bon, c'est un chiffre complètement idiot, je sais pas. Mais les bateaux qui se déplacent, le parc automobile, c'est 10 fois plus. On balance, vous savez, le discours politique, il est toujours émotionnel pour asticoter la peur des gens. Quelqu'un qui veut dire, mais moi, monsieur Krill, vous faites un meeting aérien, là, mais vous polluez. Vous êtes vachement dangereux, vous polluez. Mais je dis, monsieur, moi, vous me polluez, là. Vous êtes en face de moi, vous respirez, vous me balancez du gaz carbonique. Vous savez, les tonnes de gaz carbonique que vous me lancez, c'est 1 milliard de plus que moi je fais avec mon avion. Et alors, comme j'ai envie de survivre, il va falloir couper la population en deux. Je vais commencer par vous tuer. Ça va être une pollution en moins. On en est presque là dans le raisonnement. C'est vrai que c'est une démonstration. C'est bien l'argument, là, j'aime bien l'argument. Vous pourrez le répéter. Ah bah, non, mais on je va le voyais, on a des discours actuellement qui jouent sur on balance au monde de lui faire vivre un risque nul, de plus en plus protégé, et en fait, il a de plus en plus peur. Ouais, remarquez, tous les matins, on a la trouille. Il faut regarder n'importe quelle émission, il va vous tomber. Alors, c'est les Russes, c'est les Américains qui vont perdre leur pognon. Enfin, on est putain dans un truc, mais on va tous mourir de trouille, là. Ouais. Pour le pouvoir de quelques-uns, parce que celui qui fait peur à un autre, il lance son pouvoir. Oui. Depuis que le monde est monde. Je vais vous raconter une histoire. Peut-être que... je pense que l'humanité n'acquiert pas des suppléments d'âme, mais des suppléments de moyens. Quand j'étais lycéen, je me rappelle, j'étais au lycée, c'était pour le bac, je crois que c'était avant les années... Bon, bref. Et c'était en 7 ans, dans les années 60, où l'humanité acquiert des progrès techniques exponentiels, considérables, mais n'acquiert pas de supplément d'âme. Bon. Et là, je retrouve l'autre fois une étude sur les Sumériens, ces braves gens qui étaient 2000 ans avant Jésus-Christ, qui étaient en Mésopotamie, qui étaient du côté de l'Irak, qui les premiers ont raconté leur vie, ont fait une écriture et qui ont raconté leur vie, qui est maintenant traduite depuis 7-8 ans par des gens qui sont trucs. Et il y a une histoire de 2 Sumériens, deux patrons, de chefs de clan qui se baladent. Ils explorent, parce que c'est dans la nature humaine d'exploser. Prenez un bébé, il commence à ramper, il va explorer. Il commence à courir, il va explorer partout. Donc, il se balade et il tombe sur une vallée où il y a de l'eau, il y a des palmiers, il y a de la bouffe, il y a des animaux, enfin, c'est un champ de paradis. Et le premier dit, regarde mon frère, ça c'est la récompense de Dieu envers les hommes justes. Je peux vous dire, je dis, putain, à l'époque, le mec, il y avait de l'amour, quoi. C'est beau. Ça regarde, ils sont heureux. La récompense de Dieu envers les hommes justes, ça veut dire que tu es une belle personne, tu as le droit de vivre bien, de prendre plaisir. L'autre, il dit, ouais, la récompense de Dieu avec les hommes justes, ouais, d'accord. Ouais, d'accord, mais ils sont faibles. Pourquoi ils sont faibles? Ils sont faibles, ce sont des faibles. Et nous, on est forts. Et parce que Dieu nous a fait forts, Dieu nous ordonne de les attaquer. Regardez cette dernière phrase. 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà une race de mecs qui étaient là pour péter la gueule aux autres, pour prendre nos trucs. Et il n'y avait pas de supplément d'âme, parce qu'à l'époque, ils se tapaient sur la gueule avec un sabre ou un bâton. Maintenant, c'est pour bâtonnier. Ouais. Mais le fonctionnement basique, alors je ne sais pas la philosophie, mais le fondement basique de l'être humain, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont là tout le temps pour en foutre sur la gueule. Alors est-ce que c'est l'utilité pour l'humanité? J'en sais rien. Mais c'est redoutable, ça. Ouais. Et d'ailleurs, on aurait pu comprendre qu'avec le nazisme, 100 millions de morts, on se calme. Non. Il y a des jeunes Polonais qui en ont pris plein la gueule qui sont déjà nazis. Et puis regardez, on a Rasputin qui est là, on a les Turcs, on a les Chinois qui sont prêts à repéter la planète pour le pouvoir. Il y a toujours des mecs qui sont là pour le pouvoir. Voilà. Alors est-ce que c'est l'utilité pour l'humanité? Sûrement, mais bon. Après, il faut comprendre pourquoi, du coup. Si je pense qu'il y a beaucoup de temps, même depuis les croisades, on s'en peut se poser la question quand même. Ouais. Je vois qu'il est déjà 55. Ce que je vous propose, c'est de tourner la dernière séquence de l'émission, donc la remise de gaz fort aux questions. Allez. Si vous avez des questions à poser dans le chat, Jack qui est avec nous ce soir, n'hésitez pas à le faire. On va les poser dans quelques instants. On tourne donc la dernière séquence fort aux questions remise de gaz. On se retrouve pour les 10 dernières minutes de l'émission de ce soir. Et donc pour cette dernière séquence, on va mettre une petite image et ça serait bien que déjà que vous puissiez nous la oui, du coup, comme vous avez fait partie de l'équipe Jean Salis, vous avez dû participer à des choses alors hop, il faut juste que assez intéressantes quand même. Ouais,
faut juste que j'arrive à l'afficher. Bienvenue à Nestor Bidule qui vient d'arriver. Alors hop, je vais remettre juste la visio. Toc. Voilà, on va retrouver Jack le temps de. Voilà. Hop. On cherche une image. Ça va arriver. Faut qu'on retrouve l'image. Toc, c'est où déjà? C'est ici, je crois. Hop. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais l'afficher pendant. On a eu l'occasion de vous voir indirectement dans un film très célèbre, il y a quelques années en arrière, L'As des As. Ah oui, j'avais doublé Belmondo avec Jean Salis. Enfin, on a été plusieurs pilotes, dont Jean Salis qui avait doublé Belmondo dans des... Oui, oui. Alors, comment il est arrivé ce projet? Du film? Ouais. Comment vous êtes retrouvé dans l'aventure? Ah bah moi, je faisais partie à l'époque de l'équipe des pilotes à la Ferté-Alais. Bon, assez Stockman, parce que bon, j'étais avec Jean-Pierre Lafitte d'ailleurs, qui pilote aussi des pilotes de voltige. On savait bien manier ces vieux avions. On savait aussi faire des choses assez spectaculaires au Roi du Sol et tout. Donc, pour doubler toutes les phrases un peu spectaculaires du film, bon, j'étais avec Jean-Pierre Lafitte. En fait, on était les deux. On faisait du combat aérien, on faisait des choses. Le Jean-Pierre Lafitte, même en 14, je pense pas qu'il devait le faire. Avec un SSA qui me faisait une passe de tir sur le dos en négatif. Pour vous dire, c'était assez chouette. Ouais. Et vous on a tourné des séquences qui étaient très très bien. Quoi. Moi, je me rappelle, vous savez, il y a une séquence où il y a un triplan, on le flingue, et il perd ses ailes. À l'époque, on ne doublait pas avec des images virtuelles ou avec des maquettes, c'est on le faisait vraiment. Et Salis avait reconstruit un faux triplan monoplan sans ses ailes. Et comme à l'époque, je devais faire 56 kilos, c'était à peu près moi qui arrivais à voler avec. Donc, on a fait plusieurs séquences. Je me plantais dans les tranchées avec des fumées. Il avait fait, je me rappelle du film, il y avait des fumées, bon, c'était des pneus qui brûlaient, etc. Et les fumées, c'est extrêmement turbulent. Et quand j'arrivais dans les fumées, je peux vous dire que. Et les gars me disaient, mais vous jouez vachement bien, parce qu'on a vraiment l'impression que vous vous crachez, là. Je jouais très bien. D'accord. Je touchais le sol, j'en mettais les gars, j'en faisais un tour. Parce que ces gens-là n'étaient jamais contents. Encore une, encore en fond. D'ailleurs, à un moment, avec Salis, enfin avec Jean Salis et puis la vie, on les a arrêtés, on dit bon, ça va, hein, parce que là, on commence à prendre trop de. Enfin, je veux dire, c'est très con, quoi. Mais oui, c'est puis alors, le Bébel, c'était un type fabuleux, c'était un vachement positif. Il fallait que tout le monde rigole avec lui, il fallait que tout le monde se sente bien. Puis il avait un côté cravate, là, tu vois, je vais vous faire voir que c'est possible, quoi. C'était vachement bien. C'est un peu le contraire de notre société actuelle, quoi. La prudence. Ouais. Ah, ça, c'était bien. On avait fait tout un camp. Il y avait les tentes, les Bessonneaux qu'avait inventé à l'époque. Tout le monde était en 14-18, les ambulances, les infirmières, les actrices. Il y avait Trintignant qui faisait le commandant d'escadron et qui était là. Et je me rappelle, on a déjeuné un jour à côté de lui. Alors il avait une voix extraordinaire. Il dit messieurs, il venait nous voir faire un peu les mauvaises pensées, diraient les clowns, et nous, un peu de la chasse. Il disait, mais messieurs, comment pouvez-vous faire cela? Alors, il y avait lui qui pouvait dire ça sur ce temps-là, et comme ça, c'était extraordinaire. Alors, on lui expliquait que, de temps en temps, on pétait long, mais c'était des bons moments. Moi, on a fait beaucoup de films à la Ferté-Alais, on a fait Les Temps des As, Les Faucheurs de Marguerite, La Postale. D'ailleurs, moi, je me suis pété la gueule avec comment ça s'appelle, un gros avion qu'on avait reconstruit pour la Postale et tout. J'ai pas de moteur encore. Quand je suis revenu, c'est là qu'on apprend des bons réflexes. C'est que quand je suis revenu, j'ai pensé que je peux faire le terrain. Bon, ça n'a pas marché et il me manquait 100 pieds et le terrain de la Ferté-Alais était bordé par des gros arbres et des chênes, etc. Et je me suis retrouvé devant cette barrière d'arbres et au lieu de les éviter, j'ai tapé dans le plus gros. Donc ça veut dire, paf, le moteur devant qui est énorme, l'a été. Je suis tombé derrière, ça cognait dur, ça n'a pas pris feu, bien. Mais c'est un réflexe qui m'a sauvé parce que j'ai un ami qui s'est tué, lui, en Mystère 4. Pareil, il y avait une rangée d'arbres en se crachant, il a essayé de l'éviter, il a pris un arbre sur l'emplanture, l'avion a fait un quart de tour, et ça, c'est le coup de... Et ça, au dernier moment, je me suis dit, bon, non, en fait, c'est piloter sa mort, regarder le danger en face et faire face de guillemets. C'est tac, voilà, il faut faire face au danger. Il n'a plus de moteur, vous mettez le nez par terre, vous pilotez votre mort à la descente. Et ça, c'est des choses qui viennent au fur et à mesure. C'est une accumulation d'expérience. Vous savez, les vieux racontaient leur guerre. Enfin, je suis arrivé sur le Mirage, etc., là, à Creil. Et le soir, après les vols, on racontait chacun leur truc, comme on fait des soirs entre copains. Et je me rappelle, il y avait on voulait vendre le Mirage 3 à l'Australie, et un des pilotes d'essai du Mirage s'était éjecté en vrille en Mirage 3.
Et là, il y a l'adjudant-chef, là, qui est comme les vieux qui connaissaient tout, il dit, ce con, il a regardé sa vitesse, son badin, il a vu qu'il était plus en vrille, mais en tonneau vertical. Ah, il y a une certaine vitesse, on n'est plus, comme on dit dans le second régime de l'aérodynamique de l'avion, il vole, quoi. Mais il vole à grosse incidence, mais il vole. Et moi, un jour, en entraînement de convoi aérien, je suis passé en passe combustion, enfin, je me suis ramassé la gamelle de ma vie, et blam, je peux vous dire, c'était assez étonnant, parce que c'était des variations d'assiette de plus 30 degrés, moins 60, on est trimballé là-dedans. Au bout de 3 minutes, là, le cerveau gauche dans un sens, le cerveau droit dans l'autre, on ne sait plus où on en est. Et là, j'étais en train de me dire, je rentre à pied ou merde, enfin, je sais plus là où j'essaie de sauver l'avion. Et là, me vient la parole de ce adjudant-chef. Je regarde mon badin, je regarde ma vitesse. Et effectivement, elle était, comme j'avais mis les commandes comme il fallait, j'avais mis les commandes dans le trou, comme on dit, pour essayer de recoller tout ça. Et là, l'avion commençait à sortir par la vitesse qui augmentait. Et là, j'ai tout de suite compris, je me suis orienté, je suis sorti, au lieu de rentrer à pied, voilà, je suis rentré avec l'avion. Ça veut dire qu'il y a des choses comme ça qu'on entend qui vont vous donner le geste juste dans une situation dont on a parlé, qui devient une situation prévue. Et l'aviation, il y a des choses comme ça. Alors que maintenant, on est comme avec les voitures, un peu tout ce qui est conduite, tout ce qui est prise de décision, on est derrière une intelligence dite artificielle, mais qui a beaucoup d'éléments, parce qu'on peut en mettre beaucoup plus, qui est très rapide, mais qui ne sera pas forcément la bonne. Ouais. Parce que si sur un ordinateur qui va protéger un domaine de vol de l'avion, c'est fabuleux ça. Si le juge de paix, c'est la vitesse. C'est la vitesse, il n'y a que ça sur un avion. Et si la vitesse qui rentre est fausse, parce qu'il y a un givrage de l'antenne plutôt, etc., l'ordinateur n'a pas d'état d'âme. Ouais. Et l'avion, il est impilotable, parce que si vous voulez mettre les commandes dans un coin, et l'autre, il va même pas faire ce que vous voulez. Oui, en plus. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, vous avez un manche à balai ou un volant, si vous mettez plein d'avant, vous savez que les derrière, ça va être plein piqué. Mais si vous avez un truc avec un objectif, vous mettez des ordres, mais il ne respecte pas vos ordres, parce que lui, il considère que l'avion, il est encadré, il va vous mettre le truc en piqué ou encadré, enfin dans l'inverse, ce que vous faites faire, au bout d'un moment, vous savez plus où vous en êtes. Quoi. Donc voilà. C'est notre philosophie. Ouais. On va terminer sur une petite actu. Alors, il y a encore une dernière question dans le chat. L'actualité, c'est la patrouille tranchant qui devrait être visible ce week-end pour les 70 ans de la patrouille de France à Salon. Ouais, mais elle n'est pas, elle ne sera pas. Elle ne le sera pas? Non, il y a un général qui a décidé que non. Ah, Je dis d'accord. ça comme ça, je ne vais pas faire de polémique. Hein. Oui, C'est d'accord. vrai qu'on est tous un peu déçus. Moi, le premier, parce que j'avais fait le 25e anniversaire de la PAF, j'aurais pu faire le 70e avec joie, et d'autant plus qu'on a conservé l'avion de Fouga Magistère, donc une patrouille de 5, on serait même devenu à 4, qui était l'avion qui a fait pendant 25 ans la patrouille de France, c'est intéressant. Même les autres patrouilles étrangères ont dit, on aimerait bien avoir nos vieux avions qui viennent historiquement parlant. Bon, il y avait une belle histoire à raconter, bon, piloté aussi par des anciens de la patrouille. Et puis, il y a envers et contre tout, alors que bon, c'est toute une question de budget. Mais nous, on avait réussi, comme on était aussi fanat, à budgétiser donc l'année. Donc, c'est quelqu'un qui s'est braqué, on ne sait pas pourquoi. Bon, je ne fais pas une polémique parce que les gens sont les autres, mais voilà, bon, j'irai comme spectateur et non pas comme participant. Ah oui, voilà, vous y serez quand et même. je ne veux pas pour m'en les faire un 70 sujet de ans. contrariété, mais vous avez de la peine quand même. Ah oui, Bah non, mais ouais, c'est sûr. ça se comprend. C'est sûr. Alors justement, il y avait une question, et ça tombe bien, du chat de Aviateur 59 qui dit: y a-t-il des échanges, des occasions spéciales, etc., entre anciens de la patrouille de France et ceux actuels? Entre les anciens de la patrouille de France et Les nouveaux, ceux qui sont à l'heure actuelle. Ah oui, dans la oui, patrouille. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, tous les ans, il y a eu la journée des anciens, là, il y a 15 jours avant, mais oui, toujours. Alors, on voit les gens d'abord qui commencent à... Mais non, il y a toujours des grands échanges, et puis il y a toujours un respect. Il y a toujours, c'est quelque chose, parce qu'on ne peut pas tricher dans ce métier. D'accord. Donc, le mec qui est bon, le mec qui est mauvais, il ne peut pas tricher. De toute façon, il n'y est pas. Hein, comme je vous disais, si moi j'ai parrainé des jeunes, etc., ici, il y a un seul pilote qui n'en veut pas, pour quelles que soient les raisons. Ça peut être il y a des personnalités qui s'ajoutent et des personnalités qui s'opposent. Donc il faut que, je dirais, fondamentalement, au niveau de l'émotion, au niveau de l'inconscient, même si on s'engueule, on se fait un coup de casse sur la gueule parce qu'il est reculé pendant qu'on faisait la barrique et l'entraînement, etc. Mais fondamentalement, tout le monde est dans le même, je dirais, dans le même sentiment. Ouais. Bon, ben on attend. Moi, je me rappelle un petit gars, là, il a attendu 2 ans et puis après il est arrivé, il a fait une belle carrière. Et ça, c'est important parce que le phénomène, c'est vraiment c'est comme un groupe de commandos, quoi. Parce qu'il y a un danger. Et là, on ne peut pas tricher. Et quand on ne peut pas tricher, je peux vous dire que le cerveau travaille autrement. Ce n'est pas le discours politique, là. Là, c'est la réalité des choses et le geste juste. Le discours de la vraie vie, ouais. C'est ça. Alors, où est-ce qu'on va vous retrouver finalement pendant cette saison sur les meetings? Eh ben, écoutez, il y a la Ferté-Alais, il y a Chartres, il y a Chartres, que je sais plus, attendez, bref. Ah oui, si, il y a aussi le Touquet, mais là, je serai directeur des vols. Il y a, c'est ça.
Air Legend, Il y a vous faites quelques thérapies, ça se met un peu en place. Là. Alors maintenant, maintenant aussi, je présente toujours des avions où on me demande de faire des retours des vols parce que ça devient aussi un peu compliqué. Voilà. Melun, je suis bien, là. vous serez à Pardon? À Melun, Melun, oui, bien sûr. Oui, Melun aussi, oui. Alors Melun, ça va être aussi génial. Bon, la Ferté-Alais, c'est vraiment l'histoire depuis le début de l'aviation, avec des tableaux jusqu'à moderne. Bon, et puis, si vous voulez, Melun, c'est les Warbirds. Ouais. C'est aussi quand même une autre histoire. Donc, ça se complète très bien. Il faut voir les deux. Ok. Et vous savez quels avions vous allez présenter déjà ou alors ça se fait Les en T6, dernière minute? souvent les T6, ou pendant un moment, je faisais ce qu'on appelait le Moped Show. Alors, Moped Show, c'était avec un autre collègue, les deux Morane 317, les Morane Parasol, qui sont vraiment la silhouette des avions ce que donnaient les avions après 14-18. D'ailleurs, ce qui est étonnant de voir, c'est qu'en 4 ans, le Marie-Bastier, c'était en 39, mais je veux dire, Adrienne Bolland, qui a franchi la cordillère des Andes sur son caudron, c'était des avions en gros qui faisaient 60 chevaux et qui volaient à 60 km/h. Et 4 ans après, c'était 4 fois plus en performance, c'était 220 km/h et 220 chevaux. Fabuleux. Alors, ils repiloter ces avions-là, c'est fabuleux. Alors, les Morane 317, c'est à peu près les performances. Tiens, petite anecdote, je vais raconter aussi là-dessus qui vient. C'était près les performances des avions de 14-18. Et alors, j'ai fait un jour un meeting au Cadre Noir, à Saumur au Cadre Noir. Pardon, on était invité par le Cadre Noir et j'ai invité les deux patrons du Cadre Noir. Venez dans nos avions, dans les Morane. Alors, ils sont arrivés, je peux vous dire, c'était Guilmer, c'est le même dolmen, c'est la même tenue, etc. Et bon, je leur explique le fonctionnement de l'avion. Bon, je les décolle, je les mets en l'air, et il était pré-câblé pour être pilote, ce mec-là. Les cavaliers, c'était guide à gauche, guide à droite, je pousse, je tire, il avait piché le coup. Et puis, je suis moi qui pilotais ça comme un cheval, mais il y avait le même regard. Donc, j'ai dit, tiens, ils étaient à l'époque, déjà, c'est le maximum de cavaliers. Il y en a eu d'autres, il n'y a pas eu des cavaliers, mais le cavalier était déjà, pour ce style d'avion, style de commande de vol, était déjà pré-câblé pour être des bons pilotes. Ah bah, les 14-18, en fait, les cavaliers... C'était les débuts. C'est des avions en 4 ans qu'on passait à faire de la voltige de combat. Ouais. C'était quand même quelque chose. Je veux dire, les Gus, ils rigolaient pas. Ils montaient quand même à 18 ou 20 000 pieds sans oxygène. Ouais, je suis en train de lire un livre sur Guilmer, là, mais ouais, c'est ça. Hein. Et, puis il y avait un mental, quoi. C'est le mental du guerrier. C'est pour ça que les limites humaines, il n'y en a pas. Quand il y a quelque chose, ça soit la vengeance, ça soit le plaisir, ça soit une vocation, je dis aux jeunes de renoncer jamais si vous avez quelque chose au fond de vous-même. Si l'énergie vitale qui est venue en vous, c'est pas pour faire de la souffrance, c'est pour faire de la réalisation, du bien, de la joie. Et donc je disais au début de 14-18, en fait, comme on n'avait plus besoin de cavaliers à cause des tranchées, on a demandé aux cavaliers en fait de devenir pilotes. Donc il y a beaucoup de cavaliers qui sont devenus pilotes au début de 14-18. Oui. Et c'est pour ça qu'on monte dans les avions par la gauche en fait. Oui aussi, enfin oui, ça c'est la tradition parce qu'il ne faut pas que le sabre gêne. Voilà. Et attends, c'est que les pilotes japonais, eux, ils montaient avec leur sabre dans l'avion. Ah ouais, Ils montaient avec le katana, clac. Ouais, les kamikazes, ouais, c'est vrai. Le katana représentait la puissance et la gloire, on va dire. D'accord. Ok. Bon, bah, la Ferté, ça donne envie d'y aller, tout ça. Hein. Voilà, les dates sont posées, le rendez-vous est pris, et donc vous avez tout ce qu'il faut. Allez-y, allez voir l'aviation, c'est peut-être une des meilleures réalisations de l'homme. Ça lève l'esprit, le corps. C'est ce qui a permis les déplacements. Pourquoi ça a eu un déplacement énorme aux États-Unis? C'est que c'est la première fois qu'on pouvait aller loin rapidement, quoi, même à 120 km/h. Ouais. C'est que ça franchit les distances, ça raccourcit les distances, ça franchit les montagnes, quoi. C'est ça. C'est une belle transition. Ouais. Ok. En tout cas, merci Jack d'avoir participé à cette émission. Ça nous a fait très plaisir. Merci beaucoup. D'échanger. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être une. Mais c'est moi qui vous remercie parce que c'est vous qui faites l'histoire en la racontant. C'est un travail de groupe, je pense. En la faisant raconter. C'est un échange d'expérience et de passion. C'est ça. Donc, je pense que ça ne nous a pas plu qu'à nous, puisque dans le chat, passionnante émission. Merci à l'ami Jack pour ces histoires héros extraordinaires. On ne s'en lassera jamais. Merci pour cette interview qui a rappelé les moments passés à table avec Ramon Josa lorsque nous préparions les avions pour les meetings. Ramon Josa, alors là, c'est pareil. C'est une légende à lui tout seul. C'est des sacrés pilotes, ça. Pilote embarqué avec les corsaires et tout. Au point de vue pilote, c'est extraordinaire, quoi. Des artistes, c'est au-delà. C'est des Nureyev du pilotage. Je me souviens de lui, qui pilotait le Corsair. Ouais. Donc voilà, je pense que l'émission vous a plu. Alors je vous rappelle évidemment que cette émission sera en replay d'ici une dizaine de minutes sur la chaîne Twitch, comme d'habitude pendant 14 jours. Et dans 14 jours, elle bascule sur la chaîne YouTube de la Zone Aéro, donc en archive. Et vous pourrez la visionner comme vous le souhaitez. Bien évidemment...
Vous avez le Discord si vous souhaitez échanger autour des émissions, si vous voulez voir les notifications. Toutes les vidéos qui sont mises en ligne, ça se passe sur le Discord de la Zone Aéro qui a fait peau neuve cette semaine. Et encore une fois, merci à Julot d'avoir travaillé sur ce Discord. Voilà le lien. Vous rejoignez, il y a même des photos de vol. Il y a beaucoup de pilotes qui échangent sur la rubrique photos de vol. Voilà, ils nous partagent un peu leur cockpit et ça fait plaisir. Au niveau du programme, alors on va réincruster très rapidement le programme que voici. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous avec un monsieur qui s'appelle Eric Burgy, qui a un parcours assez incroyable, une volonté farouche de voler. C'est pour ça qu'on a appelé l'épisode comme ça. Il va vous expliquer comment il a réussi à réaliser son rêve, où on lui a dit « tu ne pourras pas être pilote ». Et puis finalement, aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on voit des... Ça rejoint un peu ce que disait Jacques. Il faut s'accrocher à son rêve et puis aller jusqu'au bout. C'est ça. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cet interdit au départ, on n'avait pas cette motivation. C'est ça. Alors, souvent dans l'aviation, je te reviendrai, c'est qu'on avait un toast à la fin. On avait bien rempli notre mission. Toast, c'était à la gloire de nos ailes, à la victoire de nos armes et à l'amour de nos dames, parce que nous restons des gentlemen, du moins l'essai, dans l'aviation. Ah bah ouais. Ça, j'aime bien ça, typiquement français, j'aime bien ce genre de truc là. Voilà, donc ça c'est la semaine prochaine, hein. C'est le 24 mai à 20h30 dans la Zone Aéro avec Eric Burgy. Et puis on terminera ce mois avec un autre chasseur, Jean-Guillaume Martinez, ex-pilote de Rafale, enfin il est toujours pilote de Rafale, mais ex-Rafale Solo Display. Et ce sera le 31 mai à 20h30, donc un beau programme. Et on a encore beaucoup de choses à vous proposer au mois de juin qui arrive. On a déjà des validations assez sympas. On retrouvera d'ailleurs des pilotes de la Patrouille de France, normalement au mois de juin. Voilà, on lâche... Ils vont nous raconter de bonnes choses. On espère. On espère. Présenter le Rafale au Web Lab, c'est... Oui, c'est sûr. Vous avez fait du Rafale d'ailleurs? Oui. Grâce à un chef d'état-major de l'armée de l'air, c'est le dernier très beau cadeau et je l'ai fait en plastron, c'était en 8 places, et je l'ai fait en plastron pour un jeune sous CP là, qui est passé son truc. Bon, l'aménagement de l'avion, c'est extraordinaire, mais surtout, on a fait 3 mix-up, 3 bons mix-up en combat canon. C'était le patron d'escadron qui était avec moi, il disait, tu râlais, tu ragueulais, j'étais intenable pendant une semaine, j'avais plus mal nulle part. Ah, d'accord, c'est un bon remède, ça devrait être remboursé par la je peux vous dire. D'accord, très bien. Voilà pour le programme de la Zone Aéro. Restez avec nous le temps du générique, puisque on va aller raider une chaîne. Hein. Donc le raid, c'est le principe d'amener tous les spectateurs de notre chaîne sur une autre chaîne. Et il y a des gens qui font de la simulation, donc on va aller les voir. Comme ça, c'est bien. Et effectivement, Free Flight 30 qui nous dit l'aviation est le meilleur médicament. On est bien d'accord avec lui. Merci encore une fois Jack pour cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Nico. Merci Seb, merci à Jacques de son expérience et de sa philosophie aussi que j'aime bien finalement. Voilà. Et n'hésitez pas à poursuivre le débat sur Discord, bien entendu. On vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Fly safe pour ceux qui volent et rendez-vous la semaine prochaine 20h30. Voilà. Et on parlera d'avion. Voilà. Ciao, bye bye. La zone